démarrer en priant le docteur Abdoulaye Diallo en lui donnant la parole. Doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, chers collègues professeur Sidi Khan, chers collègues Abdoulaye Seck, chers collègues de la faculté des sciences économiques et de gestion, chers étudiants, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités, je voudrais tout d'abord, au nom du doyen, au nom de l'auteur du jour, le professeur Abdoulaye Seck, souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie de dédicace. Vous remercier également d'avoir pris de votre temps pour être parmi nous cette matinée. Un samedi matin, après une longue semaine bien méritée de travail, je pense qu'une grasse matinée n'était pas de trop, mais vous avez fait le choix de vous joindre à nous et en cela quand même je voudrais, en mon nom, au nom du doyen et au nom d'Abdoulaye, vous remercier pour cette marque d'estime et vous dire aussi tout le plaisir qui est le mien en tant que directeur de l'Harmattan Sénégal de me tenir devant vous pour dire tout le bien que je pense de la collaboration que l'Harmattan Sénégal a eue avec le professeur Abdoulaye Seck pour la publication de son premier manuel. Je dis bien premier manuel parce que j'ose espérer qu'il y en aura d'autres. Ce d'autant que la mission de l'Harmattan Sénégal n'est absolument rien d'autre que de faire en sorte que les collègues de l'université qui ont des travaux de recherche puissent les rendre disponibles d'abord pour une amélioration qualitative de la recherche scientifique qui est menée dans notre pays, mais aussi et surtout permettre aux enseignants de mettre à la disposition des étudiants des outils pédagogiques de travail. Pourquoi? Parce que l'objectif qui a porté la naissance de cette structure qu'est l'Harmattan Sénégal n'est rien d'autre que d'aider à rendre disponible une documentation à jour pour les étudiants. Il y a une vingtaine d'années de cela, j'étais un étudiant en première année au département d'histoire d'ici, et je me rendais compte de toute la difficulté que nous, jeunes étudiants, avions à l'époque pour avoir une documentation à jour. À l'époque où Google n'était pas encore démocratique, il nous fallait batailler pour avoir des documents et personnellement, un jour, je me rappelle, j'ai reçu comme une gifle en pleine figure quand on a reçu un professeur invité de l'université d'Aix-Marseille qui est venu, a remis en cause presque tout ce qu'on a appris, je veux dire, pendant tout le semestre. Et quand on lui a posé la question, est-ce des hypothèses de recherche qu'elle va expérimenter chez nous, elle me regarde, elle me dit, mais écoutez, jeune homme, je comprends votre question qui ne m'étonne guère. Pourquoi? Parce que avant de faire ce cours, j'avais fait un tour au niveau de vos différentes bibliothèques et centres de recherche, mais je me suis rendu compte que vous travaillez avec une documentation qui n'est plus enseignée en France depuis au moins une vingtaine d'années. Imaginez ce que ça signifie pour un jeune étudiant de la première année. Et à partir de ce jour, j'ai grandi avec cette idée de faire en sorte que nos enseignants puissent mettre à la disposition des étudiants une documentation à jour. Et aujourd'hui, parce que j'arrive aussi à Paris et je me rends compte que dans toute la bibliographie qu'on me donne, les livres sont écrits par les profs qui sont en face de moi. Je me dis quand même qu'il y a un problème et il faut essayer de régler ce souci. Et j'ai fait ma thèse à Paris. Au lendemain de ma soutenance, je suis rentré avec bien évidemment ce projet en poche. Et aujourd'hui, nous avons la librairie qui est là à la VDN. Nous avons une librairie qui est en face de l'université de Saint-Louis. On a fait un essai avec une librairie qui est à l'université de Ziguinchor, qui tant bien que mal est en train de vivoter aujourd'hui, mais on s'attelle à ce qu'elle soit aussi viable que les deux autres de Dakar et de Saint-Louis. Tout cela pour dire quoi? En m'adressant cette fois-ci à nos collègues de la FASEC, parce que je suis maître de conférence ici au département d'histoire de la faculté des lettres, pour dire que faisons de cet outil
je veux dire quelque chose qui va aider à rendre disponible la recherche scientifique que nous menons. Mais faisons aussi, surtout en sorte que nos étudiants aient une documentation à jour qui leur permette d'être au fait des concepts scientifiques qui sont maniés à travers le monde. Et en cela, l'Harmattan Sénégal sera entièrement disponible, et cela je le dis en insistant surtout auprès du doyen de la FASEG, le professeur Niang. Pourquoi? Parce qu'avec le doyen Mamadou Badji de la faculté des sciences juridiques, on a signé un partenariat et aujourd'hui, tous les manuels, je dis bien tous les manuels qui sont enseignés aux étudiants de la faculté de droit sont des manuels qui sont écrits par leurs enseignants. Et on a signé un partenariat qui fait en sorte que, par exemple, le livre d'Abdoulaye qui coûte 30 €, c'est-à-dire 20 000 francs CFA, est vendu aux étudiants à la moitié du prix auquel il vaut, c'est-à-dire à 10 000 francs. L'Harmattan Sénégal, monsieur le doyen, c'est en cela. Tout à l'heure, je vous taquinais en disant que je vais essayer de trouver vos poches, mais c'est surtout dans l'intérêt de nos étudiants. Pourquoi? Parce que s'il y a une possibilité de voir comment aider à ce que nos collègues qui ont des manuels qui dorment, faute de moyens ne pouvant pas les publier, est-ce que la faculté ne peut pas aider en cela? D'autant qu'au niveau de la faculté, quand même, nous commençons à avoir un vivier d'auteurs, parce qu'Abdoulaye est le dernier à avoir publié un texte avec nous, le doyen honoraire, le professeur Kassé. Depuis 2009 qu'on est là, je pense qu'il a publié plus de 6 ouvrages avec nous. On a aussi notre jeune collègue Ahmed Bamba Diagne aussi qui a fait 2 livres avec nous. Mounirou qui sera là tout à l'heure a fait au moins ses 4 livres avec nous à l'université de Thiès. Et on est dans cette même dynamique au niveau de la faculté, de toutes les facultés. On a signé récemment un protocole avec le ministère de l'Enseignement supérieur qui fait que les enseignants de la faculté, des facultés des sciences et techniques de toutes les universités sénégalaises ont travaillé ensemble pour produire des manuels. Les 2 premiers manuels sont déjà disponibles. C'est le manuel de physique, chimie et le manuel d'algèbre. Et en cela, doyen, je dis que l'Harmattan Sénégal sera entièrement disponible à la FASEG pour faire en sorte que nos étudiants n'aient plus quelque chose à envier, n'aient plus besoin de se retrouver de l'autre côté de l'Atlantique ou de la Méditerranée pour être à jour de ce, d'autant que nul n'ignore la qualité du travail scientifique que les collègues abattent au niveau des différentes facultés, au niveau des différents laboratoires. Monsieur le doyen, je suis un enseignant, on me donne mon micro, je risque d'être trop bavard. Sur ce, je voudrais encore une fois vous remercier d'avoir pris de votre temps pour être parmi nous et vous rendre le micro et dire merci à Abdoulaye en attente. Et surtout, mon cher Sidi, voilà au moins 2 ans que j'attends le manuscrit. J'espère qu'au sortir de cette cérémonie, que dans quelques temps, on se retrouvera pour le lancement de celui-ci. En vous remerciant tous. Merci. Merci, Dr. Delvaux. Bon, merci pour votre accompagnement. Je dirais que nous sommes des partenaires naturels. Et je suis certain qu'à la suite de Abdoulaye et d'autres collègues, effectivement, vont venir vers moi. En tout cas, moi, je peux dire effectivement, pour développer cet axe-là, nous avons tous intérêt à effectivement partager nos connaissances comme il a voulu bien le faire ici. Peut-être avant de lui donner la parole pour la présentation de l'ouvrage, juste quelques mots pour le présenter. Bon, nous le connaissons très bien et nous l'apprécions beaucoup, mais surtout donc pour peut-être certains invités qui le connaissent moins. Le professeur Abdoulaye Seck est professeur titulaire. Je rappelle que le grade de professeur titulaire, c'est le grade le plus élevé donc dans l'enseignement supérieur, CAMES. Alors, son parcours universitaire est marqué par un certain nombre d'étapes. D'abord, il fait partie, disons, de la cohorte du PTCI. Le PTCI, c'est un programme que nous avons, un programme d'excellence. Et donc, il a préparé son master au niveau du PTCI. Ensuite, il a été admis à un programme doctoral à l'université Suffolk, Suffolk University précisément à Boston. C'est au niveau de cette université qu'il a préparé sa thèse de doctorat avant de nous revenir. Et le professeur Seck, je dirais, est l'auteur d'un nombre très important d'ouvrages. Donc je crois que sa production est marquée à la fois par le volume, mais également la qualité. Et la qualité de sa production scientifique lui a valu pas mal de distinctions. Et ça a facilité aussi, en tout cas ça fait qu'il a été invité, mais il a collaboré avec pas mal d'institutions effectivement de haut niveau. Il a été Research Fellow et Corporate Member au réseau
Partnership for Economic Policy, acronyme PEP, et il a aussi été reçu des distinctions de la part de la Banque africaine de développement et de la communauté économique en Afrique. Alors donc c'est ce brillant chercheur et cet amoureux de la recherche, dans le souci effectivement de booster la recherche, il a bien voulu donc produire cet ouvrage-là qu'il va nous présenter tout de suite. Professeur, vous avez la parole. Docteur Diallo l'a dit, donc c'est réellement une marque d'estime. Parce que être là, c'est à mon sens un témoignage d'abord de cette reconnaissance de l'effort qui a été abattu donc, pour produire cet ouvrage, mais également cette volonté de s'approprier cet effort. Parce qu'une fois de plus, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est un ouvrage produit par SEC, mais je le présente plus comme un produit collectif de notre institution qui est la FASEC, mais au-delà de la FASEC l'UCAD. Parce que vous voyez qu'il y a le logo de l'UCAD. Donc là, c'est avec fierté que nous arborons, si vous voulez, cette image. Cela dit, je tiens également à remercier tout le monde. Peut-être je ne vais pas lister pour ne pas frustrer, comme on dit, mais je tiens d'abord à remercier mes collègues, en particulier le doyen professeur Biraim Bounagnan, qui malgré ses occupations très importantes, comme on peut l'imaginer, a bien voulu honorer cette rencontre de sa présence. Je remercie également mon collègue professeur Sidi Kane, qui a contribué directement à l'organisation, mais également qui a investi de son temps et de son effort pour pouvoir vraiment contribuer à la réussite de cet événement. Donc je le remercie du fond du cœur. Je remercie également tous les collègues qui ont voulu assister à cette rencontre. Et là, je dirais peut-être mention spéciale à ma famille, ma belle famille. Je suis vraiment ravi de les avoir ici. Comme quoi que, au-delà de l'époux, c'est également un professeur avec lequel ils sont apparentés. Donc me voir par exemple sous un autre jour, je crois que c'est une fierté de leur part, mais c'est également une joie de ma part de les avoir ici. Maintenant, sans plus tarder, je vais présenter brièvement cet ouvrage. Donc voici le plan de présentation. On va essayer peut-être d'être très succinct. Donc je vais commencer peut-être par parler de ce qui a motivé cet ouvrage. Vous avez certains éléments que je vais emprunter à Dr Diallo lorsqu'il a parlé de ces déficits à un moment donné qui a manqué en termes de référence. Lorsqu'on veut aller vers la connaissance, souvent il n'y a pas cet accompagnement en termes d'ouvrages récents, actualisés et puis adaptés. Ensuite, je vais parler de l'objet de l'ouvrage. Ensuite, je parle brièvement du contenu, donc ce que j'ai essayé de mettre à l'intérieur. Et ensuite, vous verrez que vers la fin de l'ouvrage, il y a tout un ensemble de propositions, de réflexions sur comment, à un moment donné, révolutionner l'espace scientifique de recherche que nous avons dans nos universités. Donc, c'est quelques idées que je balance et puis que je mets sur la table pour lancer vraiment la discussion, pour voir vraiment comment améliorer notre institution de façon à pouvoir rayonner comme il se doit. Donc, comme Diallo l'a dit, je dirais le principal élément de motivation, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous voulez faire la recherche, il peut vous manquer des références. Maintenant, je vais plus loin pour qualifier ces références. Je dirais d'abord des références complètes, des références adaptées, mais également qui soient accessibles. Maintenant, lorsqu'on parle de références adaptées, c'est que généralement, vous pouvez trouver des ouvrages qui vous parlent de méthodologie, mais à mon sens, peut-être que ça, ça n'épluche pas tout le terrain. Par exemple, vous pouvez dire, voici comment on fait la problématique, voici à quoi consiste peut-être les objectifs de recherche, la méthodologie, etc. Mais à mon sens, il y a certains éléments qui manquent dans ces ouvrages-là. Bon, pas tout, mais pour la majeure partie. Le premier élément qui manque, c'est qu'on n'insiste pas tellement sur l'idée de départ, à savoir le processus de génération même de questions de recherche. Autrement dit, comment on aboutit à cette question de recherche, comment on aboutit à ce thème de recherche. Et quels sont les critères qui feraient peut-être que ce thème soit pertinent, digne d'intérêt. Donc souvent, ce processus de génération même est passé sous silence. Donc ça, c'est un premier élément qui, à mon sens, qu'on ne retrouve pas tellement dans ces références existantes. Mais également, on ne nous parle pas de financement, parce que maintenant, de plus en plus, lorsqu'on parle de recherche, vous avez certains éléments de recherche qui requièrent des financements. Maintenant, quand je parle de financement, on va y revenir, ce n'est pas seulement l'aspect monétaire. Vous pouvez avoir des éléments non monétaires, autrement dit, tout élément de support qui vont accompagner le processus de recherche. Ce n'est pas seulement en termes d'argent, vous verrez qu'il y a des éléments qui vont au-delà de ça. Et souvent, quelles sont les problématiques, quels sont les termes dans lesquels se décline la problématique du financement. Ensuite, quels sont les enjeux et les défis du financement.
Qu'est-ce qui fait qu'en dépit de l'explosion des sources de financement, peut-être qu'on trouve beaucoup de chercheurs qui ont du mal à pouvoir accéder à ces ressources. Donc c'est des éléments souvent qu'on ne retrouve pas dans les réflexions, dans un ouvrage qui nous parle disons, de méthodologie de recherche. Maintenant, le deuxième élément, c'est la communication. Généralement, un chercheur est appelé à communiquer d'abord avec ses pairs, mais également avec les utilisateurs de la recherche. Et souvent, quand vous regardez les ouvrages qui vous parlent de méthodologie, souvent, c'est des aspects qui sont relativement absents. Donc là, on voudrait que ces références existantes soient complètes. Maintenant, le deuxième critère qu'on met en avant en parlant de ces références qui à un moment donné n'existaient pas, ou bien si elles existent, peut-être que c'est un critère qui ne respectait pas, c'est-à-dire que ces références soient adaptées. Maintenant, quand on dit adapté, c'est d'abord par rapport aux besoins spécifiques de la recherche, mais on veut que la recherche soit appliquée. On viendra sur ces différences-là, ce qui fait le caractère appliqué de la recherche. Mais également des références qui soient contextualisées. Parce qu'il va de soi que les termes dans lesquels la problématique de la recherche décline dans nos pays à travers la particularité de nos contextes économiques, mais également le contexte social. Donc cela fait que souvent, lorsqu'on parle de méthodologie, on a besoin de savoir qu'est-ce qui fait que ces éléments spécifiques pourraient être pris en compte dans le processus de recherche que nous avons chez nous. Mais également, quand on parle de recherche, il y a un élément universel, c'est qu'au moins que cette recherche puisse répondre à des exigences de qualité qui sont éprouvées, voire universelles. Donc là, si on peut avoir des références, on voudrait par exemple que ces références soient adaptées à notre approche de la recherche, à nos problématiques de recherche, mais également aux spécificités de nos contextes. Donc ça, c'est le deuxième. Maintenant, le troisième élément, c'est que vous pouvez y trouver des références, mais à mon sens, ça fait des références qui ne soient pas aussi accessibles que cela. Peut-être que vous ne les verrez pas. Peut-être qu'ils sont là où on ne peut pas y accéder. Mais également que ces références soient exploitables. Parce que, bon, là, je mets en avant la langue, donc l'accessibilité linguistique. Donc souvent, on peut avoir des références, mais vous verrez que la plupart de mon références sont en anglais. Maintenant, puisque l'anglais n'est pas tellement bien développé chez nous, donc ça veut dire que les références peuvent exister, être complètes, être adaptées, mais sont inaccessibles du point de vue du langage. Donc là, nous partons de ce constat pour dire qu'il y a cette inexistence de références qui soient à la fois complètes, adaptées et accessibles. Donc maintenant, si on est d'accord avec cela, donc ça nous renseigne sur la qualité de l'offre. Ça veut dire que l'offre en termes d'enseignement, en termes de pratique, mais également en termes de ce qu'on peut mettre sur la table pour aider les gens à développer le capacité de recherche, pourrait être relativement inadéquate. Et cela est d'autant plus inadéquat que de l'autre côté, vous avez une demande qui est sans cesse croissante, une demande de plus en plus forte, mais une demande de plus en plus exigeante. Donc nous avons, si vous voulez, en fait, ce déficit de fonctionnement au niveau du marché, entre donc l'offre d'un côté et la demande de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement généraux de cela, en termes de résultats? Je crois que le premier élément, du fait de cela, à mon sens, une des conséquences serait d'avoir une qualité scientifique de nos travaux de recherche, en particulier les recherches diplômantes, qui peut être relativement limitée. Parce qu'un étudiant qui pourrait avoir accès à ces références complètes, adaptées, accessibles, et les exploiter de façon vraiment optimale, c'est évident que ça peut se traduire en termes de qualité améliorée. Mais l'absence de ces outils pédagogiques pourrait effectivement entamer la qualité de sa recherche. Maintenant, un autre élément également, c'est souvent la capacité limitée de communication. Parce que si vous ne donnez pas les rudiments, les b.a.-ba, si vous voulez, de la communication des individus, c'est évident que quand ils vont produire des travaux de recherche, quel est le destin de ces produits de recherche-là? C'est de dormir dans le tiroir, c'est de dormir peut-être quelque part dans les lieux empoussiérés, etc. Donc je pense qu'on doit pouvoir faire quand même un effort à ce niveau-là. Également, si par exemple on n'expose pas à nos apprenants les défis, les enjeux, les opportunités de financement, donc c'est évident que lorsqu'ils sont appelés à aller compétir pour avoir ces fonds, donc c'est évident que la partie est presque perdue d'avance. Maintenant, un dernier élément, c'est tout simplement en termes d'opportunités de recherche, c'est qu'il y en a, il y en a un paquet. Vous en trouverez partout. Mais le problème, c'est que d'abord, il y a un problème d'accès à l'information, mais également, une fois que l'information est là, il faut aller compétir pour pouvoir prendre part à ces événements-là. Donc je pense que s'il n'y a pas cet accompagnement en termes de référence à la fois complète, adaptée et accessible, ça veut dire que c'est des étudiants qui sont relativement mal partis pour aller compétir et répondre aux défis de la présence dans ces différents événements internationaux. Maintenant, ce qui nous a poussé à dire, voilà, on va essayer de faire quelque chose par rapport à cela. Parce que toutes ces critiques maintenant s'adressent à nous personnellement. Parce que quand vous avez l'offre pédagogique, l'offre en termes d'enseignement de recherche, nous sommes les offreurs, nous sommes sur ce marché en tant qu'offreurs. Ça veut dire que tout ce que nous avons ici comme profil de l'offre, là c'est nous dépeindre nous-mêmes, là c'est parler de nous-mêmes. Maintenant c'est dans ce sens qu'on s'est dit, on doit pouvoir faire quelque chose. Alors ce qui m'a amené depuis quand même longtemps
à pouvoir mettre sur la table ce que je vais qualifier de modeste contribution. Parce que je n'ai pas, je veux dire, cette prétention, je veux dire, d'avoir une connaissance absolue en la matière, d'autant plus que je suis dans la recherche depuis peut-être une dizaine d'années. Mais quand même, on se dit, voilà, on doit pouvoir contribuer à cela. Et il y a un élément intéressant que mon collègue Sidi Khan a soulevé. Il dit que généralement, bon, les ouvrages sur la méthodologie, c'est que les écrivent, ce n'est pas des jeunes chercheurs. C'est des chercheurs qui sont presque au bord de la retraite à la fin de leur carrière. Parce qu'en fait, ils ont emmagasiné suffisamment d'expérience qu'ils ont pu donc avoir cette possibilité de recul pour s'interroger sur ce qu'ils font. Et c'est l'objet de ces interrogations maintenant qui pourra faire l'objet de réflexions à travers ces ouvrages. Je crois que c'est un élément peut-être qu'il pourra développer dans son intervention. Maintenant, donc je veux que ça soit une contribution, d'abord à l'enseignement de la recherche, parce que nous voudrons pouvoir, comme Diallo l'a dit, des fois, quand vous prenez ces cours, vous avez du mal à pouvoir mettre la main sur une référence qui soit, bon, que j'ai qualifiée avec ces trois termes-là. Maintenant, on s'est dit, il faut quelque chose. Mais quelque chose qui puisse être mis sur la table à partir d'une perspective, je dirais même africaine. Parce que je crois que la façon dont nous abordons la recherche, à partir de nos problématiques qui nous sont propres, pourrait nous différencier quand même des chercheurs du Nord. Donc j'ai essayé de faire ça à ce niveau-là. Maintenant, également, une contribution à la pratique de la recherche. Donc c'est un ouvrage qui va s'adresser aux enseignants, mais également aux étudiants dans le cadre des cours, dans le cadre de la pédagogie, mais également dans le cadre de la pratique de la recherche. Ça veut dire que quand vous êtes jeune chercheur, vous voulez vous lancer dans cette compétition et produire maintenant des travaux de qualité. Donc nous pensons que c'est un ouvrage qui pourra effectivement vous être utile. Maintenant, l'aspect pédagogique qui a vraiment contribué à la production de cet ouvrage, c'est que d'abord on a une présentation détaillée de tous les éléments qui constituent le travail de recherche, que ce soit le projet de recherche, mais également l'article. Maintenant, nous ne voulons pas rester dans des explications générales. On s'est dit que non, il faut aller illustrer avec des exemples. Donc là, pour chaque aspect, par exemple, on prend par exemple une question de recherche, un thème de recherche, ensuite on développe par exemple la problématique. On vous dit voici la problématique, voici les éléments qu'on va voir à l'intérieur, voici ce qui fait la qualité de la problématique. Et ensuite on vous amène maintenant un exemple et vous voyez maintenant ce qui a été exposé, comment ça a été pris en compte. Donc voilà, on a essayé d'allier vraiment les deux là, exposer détails, mais également illustration à travers des exemples. Maintenant, en plus de cet aspect qui est vraiment le cœur de l'ouvrage, on s'est dit non, il faut parler également de la communication scientifique. Parce qu'un chercheur est un communicant. Il communique d'abord avec ses pairs. Quand vous publiez un papier, vous communiquez avec vos pairs. Donc ça, c'est un premier élément de communication. Mais également, quand vous allez dans les conférences, vous discutez avec vos collègues là, vous présentez votre ouvrage, ou même vos travaux, vous communiquez également. Mais également, on veut que vous soyez utile politiquement, parce que les questions que vous abordez, c'est des questions qui sont prises en charge par les décideurs politiques, mais c'est des questions qui intéressent la population, qui les vit directement. Vous travaillez sur la pauvreté. Ça peut intéresser par exemple le ministre en charge de cette question-là. Ça peut intéresser même les pauvres. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on aurait vraiment besoin qu'il y ait des éléments d'exposé, si vous voulez, de cette communication scientifique. Maintenant, j'ai également abordé le financement de la recherche, par exemple les enjeux, les défis, mais également comment compétir pour pouvoir mobiliser ces ressources-là et pourquoi certains, par exemple, sont plus prolifiques en matière de mobilisation de ressources que d'autres. Maintenant, l'orientation générale, c'est la recherche appliquée, qu'on oppose généralement à la recherche fondamentale ou théorique. Et ici, le choix est motivé essentiellement par le fait que quand vous regardez la production scientifique que nous avons en économie, je dirais plus de 90% porte sur la recherche appliquée, qui utilise par exemple, ou bien la recherche empirique, qui utilise par exemple des outils statistiques, économétriques ou bien de modélisation pour répondre à des questions de recherche spécifiques qui sont tirées, si vous voulez, de l'observation ou bien de la réalité que nous vivons, mais en utilisant également des outils de conceptualisation de la littérature théorique ou fondamentale. C'est pour cela que ces deux aspects sont complémentaires. On ne doit pas pouvoir les opposer. Si vous faites de la recherche théorique, il n'y aura que de la théorie. Et si vous faites de la recherche empirique, il y aura la théorie aussi. Parce qu'en fait, la recherche, le point de départ, c'est la théorie, mais le point final, c'est également la théorie. Donc ça, c'est un aspect qu'on a voulu vraiment mettre en avant. Maintenant, quel est l'aspect privilégié? Donc là, on se dit qu'on va mettre l'accent sur les étudiants, en général, les apprenants, ceux qui font le premier pas vers la recherche en tant qu'apprenants, mais également les jeunes chercheurs. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que peut-être nous, chercheurs avancés, ça ne pourrait pas nous intéresser, parce que, croyez-moi, en écrivant cet ouvrage-là, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas avant. Donc je pense que ces éléments nouveaux que j'ai pu découvrir, donc là, j'invite les collègues à pouvoir également les regarder pour pouvoir les découvrir eux-mêmes. Maintenant, pour ce qui est du contenu de l'ouvrage, on a 4 chapitres. Hein. Donc pour le premier chapitre, on parle de généralité sur la recherche, en particulier les étapes du processus de recherche. Donc ça démarre avec le choix du thème. Maintenant, parce que souvent c'est la question qu'on nous pose. Vous voyez un étudiant qui vous arrive et qui vous dit « Bon, je veux travailler, je voulais que vous m'encadrez, mais je n'ai pas d'idée. Est-ce que vous pouvez me proposer des idées ?» Je dis non, si vous venez avec la tête vide là, on ne va pas travailler ensemble. Venez avec quelque chose dans la tête d'abord. Ensuite, on va creuser à partir de là. Maintenant, effectivement, vous les aidez même à arriver à ce thème-là.
Maintenant, n'importe quel thème n'est pas intéressant. D'accord? Vous pouvez avoir des thèmes qui sont intéressants peut-être du point de vue politique, mais du point de vue scientifique, il n'y a aucun intérêt de recherche. Ou on peut trouver un thème qui a vraiment un intérêt de recherche, bon, parce qu'il y a un débat autour de ça, mais le politique, ça ne l'intéresse pas. Donc, ça veut dire que si on doit mettre en avant des critères, donc là, on a parlé d'abord de critères de faisabilité d'abord. Parce que vous pouvez avoir un thème intéressant, mais s'il n'est pas faisable, peut-être que vous n'avez pas les données, peut-être que vous n'utilisez pas les outils pour faire ce travail d'analyse. Donc ça, c'est un thème qui n'est pas faisable, donc ne vous fatiguez pas à y aller. Mais également, il y a le critère de pertinence. Donc faisabilité statistique, faisabilité technique, mais également le critère de pertinence du point de vue scientifique, mais également du point de vue de la politique économique. Maintenant, les éléments d'inspiration, on va revenir là-dessus avec un graphique très intéressant. Maintenant, chacun y va avec sa capacité d'innovation. Certains, par exemple, sont très bons à mettre sur la table des thèmes pertinents qui pourraient même faire avancer la science économique coûte que coûte, mais pour d'autres, par exemple, ça peut être relativement difficile. Donc là, nous avons essayé de mettre en avant quelques éléments d'inspiration qui pourraient nous aider. Et ensuite, c'est la lecture, parce que quand vous faites un travail, vous n'êtes pas le premier à l'avoir analysé. Donc il y a d'autres qui l'ont fait, et votre travail consiste tout simplement à ajouter de la valeur. Quand vous ajoutez, c'est par rapport à un existant. Donc, allez vers cet existant qui vous permet d'apprécier la valeur que vous voulez effectivement amener. Ensuite, c'est l'assemblage des inputs, où vous dites, voilà, on va faire des estimations, des données, on va essayer d'assembler tout ça. Et ensuite, on se lance maintenant dans la production en tant que telle, qui est la rédaction. Ensuite, une fois que le produit est là, allez communiquer. Allez parler avec vos pairs qui vous donnent des feedbacks sur la qualité de certains aspects du travail. Allez communiquer également avec les décideurs qu'on appelle policy makers ou stakeholders. Parce que c'est des gens qui pourront apprécier le contenu pratique ou bien politique de votre problématique. Et ensuite, une fois que vous avez renforcé votre travail avec ces éléments-là, passez maintenant à la publication scientifique et puis allez maintenant à d'autres thèmes. Bon, maintenant, on a essayé de présenter ça à travers ce schéma circulaire pour dire que maintenant, la réalité, c'est que ce n'est pas aussi harmonieux que cela. Parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être des processus de va-et-vient itératifs à la limite. Par exemple, vous pouvez charger le thème, vous explorez la littérature, ça vous amène à reformuler votre thème ou bien à changer d'angle d'analyse. Ou bien vous rédigez, vous pouvez revenir en arrière pour également puiser des éléments qui vous permettent de bien rédiger. La communication peut venir avant. Souvent, lorsque vous avez chargé votre thème, on vous demande d'aller communiquer avec les décideurs pour vous permettre d'étoffer le contenu pratique ou bien politique de votre problématique. Ou bien allez discuter avec vos collègues, allez communiquer avec vos collègues. Ils vont vous donner des éléments d'appréciation de du contenu scientifique de votre problématique. Ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'est un processus qui n'est pas aussi harmonieux que cela. C'est pour ça qu'on dit que la recherche, c'est pas un processus linéaire, mais c'est un processus organique. Cela veut dire qu'à un moment donné, les différents éléments peuvent s'enchevêtrer et s'enrichir mutuellement. Cela veut dire que, maintenant, souvent quand vous allez à la publication, vous n'avez pas besoin de revenir par exemple sur le même thème ou bien la même grande thématique. Vous pouvez bifurquer peut-être vers d'autres horizons de recherche. Maintenant, le chapitre 2, c'est vraiment le contenu de l'ouvrage. Là, c'est vraiment les éléments conçus du travail de recherche. Et là, j'ai essayé de toucher à tout. Hein. Le titre d'abord. Comment doit être un titre? Qu'est-ce qu'un bon titre? Donc là, j'ai essayé de donner des éléments. Donc un titre qui soit essentiellement informatif du contenu. Pas aussi long que cela. Donc c'est des éléments à l'intérieur que vous allez voir. Il y a le résumé également qu'on va voir, de façon à ce que quand on le lit, on connaît la substance du travail sans pour autant plonger dedans. La problématique, comment problématiser? Et vous verrez qu'il y a deux éléments qui constituent la problématique. Il y a le problème d'abord, motivation ou intérêt. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par problème? Qu'est-ce qu'on entend par motivation? Vous verrez les éléments à l'intérieur. Les objectifs de recherche. Bon, si c'est un travail vraiment circonscrit, on voudrait que vous ayez un seul objectif général. Si vous en avez deux, faites deux papiers. Si vous en avez trois papiers. Donc, essayez de circonscrire dans des proportions vraiment faisables le travail que vous voulez faire. Ensuite, maintenant, vous pouvez l'éclater en objectifs spécifiques. Maintenant, les hypothèses qui sont vraiment liées directement aux objectifs spécifiques. Et ensuite, amener des éléments du contexte qui permettent d'étoffer davantage votre problématique, en particulier le problème. Ensuite, dites-nous ce qui a été fait dans la littérature et positionnez votre travail dans ce continuum de production de recherche, de connaissances, je veux dire. Ensuite, conceptualisez-nous votre problème de recherche. D'accord? C'est le problème de recherche qu'il faut conceptualiser. D'accord? Donc là, j'ai donné qu'est-ce qu'on entend par là, et puis comment on pourrait s'y prendre. Ensuite, c'est les éléments méthodologiques. Pour répondre à votre question de recherche, ne voulez pas que c'est une recherche qui est appliquée. Donc, ça veut dire que vous allez faire appel à des outils d'analyse statistique, économétrique, voire mathématique, si vous voulez. Maintenant, comment vous allez développer votre approche méthodologique? En fait, peut-être ce qu'il faut éviter, c'est de venir dire que dans le cas de ça, nous allons utiliser tel modèle. Voici comment il est spécifié, voici comment on estime le modèle, et voici comment on pourrait interpréter les résultats pour répondre à nos questions de recherche. Non, tout choix se rationalise. Pourquoi vous avez choisi ce modèle-là? En quoi est-il adapté par rapport aux alternatives? Donc là, c'est vraiment
des éléments de conviction qu'il faut vraiment nous donner là. Vous allez utiliser des données. Qu'est-ce qu'on entend par les données là? Quelles sont les sources? En quoi les données sont adaptées? Quelle est la portée, si vous voulez, de l'information statistique contenue dans ces données-là? Ensuite, il y a l'analyse exploratoire. Donc là, on vous demande de faire une première tentative de réponse à vos questions de recherche. Tentative de réponse. Maintenant, ça veut dire que les réponses que vous allez avoir ici peuvent être confirmées ou infirmées par les résultats, je vous dis, définitifs, parce que là, vous aurez fait votre analyse économique plus avancée ou bien votre modélisation plus avancée qui répond à ces questions. Et là, vous pouvez avoir des contradictions. Je me rappelle, avant-hier, il y avait une de vos camarades PTC là qui avait présenté son mémoire. Donc le thème c'était l'accès au crédit et la performance des entreprises. Donc lorsqu'elle a fait l'analyse exploratoire statistique, elle a montré que l'effet semblait négatif. Donc les entreprises qui n'ont pas accès au crédit ont tendance à être plus productives que les entreprises qui ont accès au crédit. Mais lorsqu'elle a fait l'analyse économétrique, elle a montré l'effet opposé. L'accès au crédit a un effet positif sur la performance. Maintenant, comment réconcilier ces deux? Donc c'est relativement simple. Cela veut dire tout simplement, quand on fait l'analyse statistique, vous ne contrôlez pas les facteurs qui pourraient influencer la relation entre les deux. Alors quand on fait l'analyse économétrique, vous les contrôlez. Il se peut que l'accès au crédit et son effet sur la performance soient liés par exemple au choix sectoriel. Donc ça veut dire que si vous contrôlez ce choix sectoriel-là, alors vous verrez que l'effet que vous avez vu au départ avec l'analyse statistique disparaît parce que vous avez contrôlé ce facteur secondaire qui pourrait influencer la relation. Ensuite, la conclusion. Maintenant, conclusion, bon, ce n'est pas un résumé. Dire voilà, dans le travail, on a essayé de faire ceci, on s'est intéressé à ça, voilà ce qu'on a obtenu. Ça, c'est d'ailleurs, certains papiers qui font ça, ils ne vont pas les conclure, ils vont vous dire résumé et conclusion. La conclusion répond à la question suivante. Vous avez amené des résultats, vous avez répondu à votre question de recherche, on vous dit et après. Autrement, on voit les implications. Donc c'est ça l'objet effectivement de la conclusion et la portée de vos résultats. Ensuite, il y a la bibliographie et les références. Maintenant, il y a une différence entre les deux. Si vous mettez bibliographie, si vous mettez référence, il y a vraiment une différence entre les deux. Hein. Parce que les références, on voit que vous citez uniquement ce que vous avez cité nommément dans le texte, alors que pour la bibliographie, on peut vous autoriser à citer une référence que vous n'avez pas mentionné directement dans le texte. Là, parce que ça vous a aidé implicitement à comprendre peut-être certains processus, que ce soit l'économie, etc. Ensuite, les analyses, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, qu'est-ce qu'on ne met pas à l'intérieur, donc il y a ces éléments-là. Maintenant, si vous voulez, un des aspects quand même intéressants du travail, c'est qu'à un moment donné, on avait demandé, on avait un questionnaire, des entretiens. Donc on avait demandé à certains collègues vraiment diversifiés, que ce soit dans le monde académique ou le monde de la recherche pratique, on leur a dit quelles sont vos sources d'inspiration, comment vous parvenez à des thèmes de recherche quand même qui soient pertinents, voilà, qui font bouger vraiment les lignes là. Bon, maintenant, en fait, lorsqu'ils ont donné les réponses, on a essayé de voir quels sont les éléments qui revenaient le plus. Maintenant, la source d'inspiration la plus importante, c'est le contexte réel, l'observation. Autrement dit, pour parvenir à un thème de recherche, une question intéressante, observez le monde qui vous entoure. Et ça, c'est, je crois, le fondement même de la science. La science repose sur l'observation. Alors, observez le monde qui vous entoure. Par exemple, vous regardez ici, on a des chercheurs, mais pourquoi il y a très peu de femmes? Je dis non, ça c'est une question de recherche là. Je vais essayer de trouver des réponses à cela. Ou bien vous vous dites par exemple, bon, peut-être que le tri, ça prend trop de temps. Donc, qu'est-ce qui explique la durée? La qualité de nos recherches, qu'est-ce qui explique cela? Donc ça, c'est le monde qui vous entoure. Ou bien vous habitez dans un quartier, vous voyez qu'il y a beaucoup de pauvres autour de vous. Alors c'est des mécanismes que vous pouvez chercher à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière ce niveau de bien-être. Maintenant, un autre élément important, c'est la littérature antérieure. Autrement, si vous voulez avoir des thèmes de recherche intéressants, intéressez-vous à la thématique, regardez ce que les gens ont fait, et allez posez-vous des questions, cherchez des limites et essayez d'améliorer. Ensuite, vous pouvez discuter avec des collègues ou bien manipuler des données pour trouver des informations, ou bien vous pouvez avoir des intérêts personnels sur des thématiques données. Et la seconde question qu'on leur a posée, c'est, donc selon eux, d'après leur propre perspective, qu'est-ce qui fait la qualité scientifique d'un travail de recherche? Pourquoi un papier est meilleur que tel autre en termes de qualité? Et là, on était surpris de voir que ce n'est pas le fond qui a été évoqué en premier, c'est la forme. Vous pouvez avoir un thème qui soit original, une méthodologie parmi les meilleures, des analyses vraiment rigoureuses, une motivation, une pertinence vraiment indiscutable, des résultats vraiment novateurs. Mais si vous ne mettez pas ça avec un style clair, accessible, les gens ne pourront pas saisir la portée même de la pertinence de votre travail. Donc fond et forme vont ensemble. Et vous voyez qu'ici, ce qui a été mis en avant, d'abord, c'est la forme. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas vraiment négliger. Okay. Maintenant, pour le chapitre 3, c'est la communication scientifique. Donc on a d'abord essayé de voir quels sont les fondements de la communication scientifique, c'est-à-dire si vous voulez communiquer, commencez par définir votre cible, avec qui vous voulez communiquer. Ensuite, en fonction de votre cible maintenant, adaptez votre message. Parler avec les chercheurs et parler avec Macky Sall, ce n'est pas la même chose.
je dois parler avec mon collègue professeur Bounagnan, le langage que je vais amener. Je parle par exemple avec le ministre, par exemple, je sais pas, de l'économie, ou bien Macky Sall. Est-ce que je vais voir Macky Sall pour lui dire, bon, vous savez, on a un modèle d'équation calculable qui a pris en compte certaines hypothèses, etc. Et là, à travers les, etc. Là, il va voir du bon, s'il vous plaît, attendez-moi là. Je vais appeler mon conseiller qui est plus versé sur ces questions et vous allez discuter avec lui. Maintenant, quand je parle avec le professeur Niang, je ne vais pas lui dire, bon, attendez, voilà, j'ai développé tel modèle, il y a tel billet, voici le billet, voici ce que ça signifie. Vraiment, ça veut dire que le contenu technique de vos discours doit être adapté suivant la cible que vous avez devant vous. Maintenant, quand vous communiquez, il y a un objectif que vous cherchez. Pourquoi vous communiquez avec les décideurs? C'est pour influer sur le processus de décision. Pourquoi vous communiquez avec votre père? C'est tout simplement pour avoir des feedbacks, pour améliorer la qualité du travail. Mais également, les véhicules de communication doivent être pris en compte. Maintenant, ensuite, on est allé en détail maintenant sur deux outils de communication. D'abord, communication avec le policy brief, fondamental. J'en ai parlé avec le professeur Khan juste avant qu'on ne démarre. Et maintenant, ce qui m'a suggéré, c'est que les étudiants qui produisent le travail, on doit maintenant leur demander de faire immédiatement un policy brief. Parce que policy brief, ça vous permet tout simplement de porter le message politique en langage vraiment accessible aux décideurs politiques qu'il peut utiliser maintenant dans le cadre de ces interventions. Donc là, on en a parlé à quoi ça consiste. J'ai même donné un exemple à partir d'un papier à l'intérieur. Ensuite, la communication, on l'a présentée. Maintenant, présenter, c'est vraiment l'art oratoire. Comment parler, comment convaincre, comment passer un message, comment avoir un impact. Je crois que ça, c'est des éléments qu'il faut effectivement que nous connaissons. Maintenant, si vous voulez, pour montrer un peu l'importance stratégique de la communication, vous voyez ce graphique-là. Pour montrer que la communication doit aller de pair avec la recherche. Maintenant, vous voyez ce schéma-là qui est très intéressant. Bon, en fait, que je n'ai pas dans le document, mais que j'ai pu trouver, que j'utilise souvent comme élément dans mon cours. Regardez par exemple quelqu'un qui sera par exemple sur l'axe vertical. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui produit un travail de recherche de qualité vraiment appréciable, mais quelqu'un qui ne communique pas. Donc là, c'est quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire. Et là, c'est la critique qu'on nous adresse. On produit des choses intéressantes, mais on les garde chez nous. Donc on est enfermé dans le tout. C'est l'exemple du scientifique, je ne sais pas, du 18e ou 17e siècle, etc. Là. Vous le voyez dans son laboratoire poussiéreux, là. Et il va produire des choses, mais ça va rester en son sein. Et ça ne va pas servir à l'humanité. Maintenant, regardez maintenant le cas opposé. Vous avez quelqu'un qui sait communiquer, qui sait parler, mais c'est à partir d'un travail de recherche de qualité médiocre. Alors là, on parle de tabloïd. C'est quelqu'un qui va faire le buzz, comme on dit. Mais quand vous regardez le contenu scientifique de son travail, là, vous verrez que ça n'a pas de fondement scientifique sur lui. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que vous soyez sur l'axe horizontal. Produisez des travaux de qualité vraiment appréciables, reconnus par vos pairs, mais également communiquer effectivement le produit de votre travail aux utilisateurs, également à vos pairs. Dans ce cas, vous allez avoir un impact réel, impact scientifique, mais également impact en termes politiques. Maintenant, enfin, nous avons un dernier chapitre qui porte sur le financement. Donc d'abord, on a parlé des enjeux et des défis. Et ce qu'on a essayé de mettre en avant très tôt, c'est que vous pouvez réussir dans la recherche sans aucun sou. Parce que souvent, c'est l'amalgame qu'on peut faire souvent dans la matière. C'est là où on se dit que la recherche est tellement chère maintenant, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire la recherche. Non, il y a beaucoup de thématiques que vous aborderez de façon très pertinente, vous produisez des travaux quand même très intéressants, mais vous n'avez pas bénéficié de financement. Mais ça ne veut pas dire que le financement n'est pas important. Le financement devient de plus en plus important et les ressources maintenant augmentent de façon vraiment inconsidérable. Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est de se dire qu'il y a certaines thématiques qui ont besoin de ce financement, donc il faut aller vers ces financements. Surtout que c'est des fonds compétitifs, allez compétir et obtenir ces fonds. Maintenant, j'ai parlé d'aller vers l'information, donc il y a des fonds compétitifs qui sont là, il faut y aller. Je donne l'exemple par exemple, l'exemple d'opportunités qui sont là, qu'on peut vraiment saisir et qui sont là pour nous. C'est le cas par exemple du CREA de Nairobi, African Economic Research Consortium. Donc là, ils sont ouverts 24, je dirais 12 mois sur 12, 30 jours sur 30, voilà, constamment ouverts. Ça veut dire à tout moment, vous pouvez envoyer un projet. Maintenant, le projet, c'est à évaluer, et si c'est bon, ils ont des thématiques research, ils ont également des collaborateurs research. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez déposer. Maintenant, il y a d'autres sources également, il y a le PEP, il y a GDNet, il y a d'autres opportunités de financement qu'il faut aller. Donc, aller vers l'information. Maintenant, pour que certains réussissent à capter des fonds et d'autres non. Donc là, il y a vraiment une réflexion dans la littérature autour de ça. Et là, j'ai essayé de systématiser quelques. Bon, un des facteurs de rejet ou d'acceptation, c'est par rapport à la nature du problème de recherche. Vous avez un projet de recherche que vous avez soumis à financement. Souvent, ça peut être rejeté du fait que votre problème de recherche n'a pas pu démontrer un intérêt scientifique ou bien ça a été mal conçu. Ou bien le problème peut être lié à l'approche méthodologique.
peut-être qui est inapproprié pour répondre à votre question de recherche, ou bien qui n'est pas applicable parce que vraiment vous avez besoin d'outils, de données, de moyens dont vous ne disposez pas. Ou bien c'est le profil du chercheur, peut-être que vous avez un profil qui n'est pas très convaincant. Parce que les gens qui vous donnent des millions là, mais ce n'est pas de l'argent qu'ils veulent jeter par la fenêtre, ils veulent être sûrs que vous serez capable de, au finish, de livrer quand même un travail important. Maintenant, j'ai parlé d'autres opportunités qu'on peut explorer, par exemple le programme postdoc, le research fellow, également les visiting scholars. Maintenant, j'ai essayé de résumer cela. En fait, ça, c'est à partir d'une réflexion, en fait, d'un papier. Hein. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de voir à partir, je crois, de les Research Council qu'on a en Grande-Bretagne. Donc, ils reçoivent des demandes de financement à travers des projets et ensuite ils offrent des fonds sur une base compétitive. Maintenant, ce que les auteurs ont pu faire, c'est de voir maintenant, parmi, je crois qu'il y a plus de 400 projets qu'ils ont pu évaluer. Donc, certains ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Maintenant, ils ont essayé de voir quels sont, pour ceux qui ont réussi, quels sont les éléments qui sont mis en œuvre et ceux qui ont échoué, quelle a été la raison fondamentale. Et vous voyez que l'élément qui compte le plus dans l'acceptation, c'est que vous ayez une approche analytique de recherche qui soit acceptable. Et ensuite, c'est peut-être un travail qui doit être relativement important, donc au niveau de significance, comme on dit. Maintenant, un travail relativement novateur. Il y a également le profil du chercheur qui est pris en compte. Il y a également l'environnement de recherche dans lequel se trouve le chercheur. Donc, tous ces éléments, on les regroupe, avec des pondérations, ce qui va donner le score qui vous permet qui le permet de vous classer comparé aux autres. Maintenant, le dernier élément que je voulais mettre en avant, ça c'est l'épilogue du ouvrage, c'est que là, on se dit que pourquoi ne pas parler de révolution dans le champ de recherche où nous sommes, dans les institutions d'enseignement de recherche, dans notre pratique de recherche, pour vraiment chercher à pouvoir relever les défis formidables qui sont devant nous. Et là, j'ai proposé des éléments de réflexion. En fait, c'est vraiment dans le cadre d'une réflexion. Là, je vous dis, première chose, cherchons à améliorer la gestion et le management des institutions de formation et de recherche. Parce qu'en définitive, je crois que c'est le point de départ. Donc ça veut dire que si on vient avec une vision de réforme, donc il faut vraiment qu'on aille dans le sens de ces réformes-là pour changer la donne. Donc ça c'est un premier élément. Maintenant l'autre élément, peut-être faire de la recherche le pilier central des universités. Ça doit être vraiment quelque chose qu'on sent quand on vient ici. On doit sentir la connaissance, on doit sentir la recherche, on doit sentir la production. La machine tourne à plein régime, donc on doit voir cela. Maintenant ce que je propose, c'est qu'il y ait un rééquilibrage des charges académiques. Bon, on nous dit que oui, on est enseignant, on est chercheur, on fait des services à la collectivité. Maintenant, je voudrais qu'on donne plus de poids à la recherche, parce que la recherche pourrait nourrir l'enseignement, la recherche pourrait être un temps plein pour servir à la communauté. Mais également qu'on puisse créer une plateforme collaborative entre chercheurs. Et là, c'est vraiment quelque chose que nous appelons de nouveau, parce que tout simplement, lorsque vous regardez le champ, il est relativement fragmenté. Je suis à Dakar, mon collègue Mohamed, professeur Fall, est à Saint-Louis. Mais on peut avoir des thématiques de recherche, des intérêts de recherche convergents. Alors pourquoi on ne se retrouve pas? Alors j'appelle à cette plateforme collaborative, on peut voir maintenant la forme qu'on peut lui donner, pour pouvoir avoir, si vous voulez, cette convergence et cette mise en commun des intelligences et des savoir-faire. Maintenant, un autre élément que j'ai également mis en avant, c'est que si on regarde le curriculum de formation de chercheurs, pour moi, il faut qu'il y ait une refonte. Je demande qu'on essaie de bouleverser le contenu. Maintenant, un élément que je propose, c'est que il faut enseigner la méthode et la communication. Enseigner la méthode et la communication. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de masters où ce cours n'est pas dispensé. Donc là, j'appelle aux collègues également, même qu'on puisse vraiment s'investir dans ce cas-là. Mais également réorienter le module de formation vers la recherche. Parce qu'un cours qu'on donne par exemple en doctorat ou bien en master, ça doit pas être le même format que le cours qu'on donne en première année. Là, ça doit être vraiment orienté vers la recherche. On se dit, voilà, voici les différents éléments, voici les différentes questions, et voici les papiers qui ont pu prendre ces questions avec des approches données, aller vers ces papiers-là. Donc là, ils vont aller, c'est comme s'ils prennent en charge eux-mêmes le processus d'apprentissage qui devient actif. Et ensuite, le format des thèses, bon, j'appelle à une certaine orientation. Obligatoirement, on nous dit que la thèse de master ou bien le mémoire de master, c'est un article. En tout cas, moi, c'est ce que je fais depuis quelques années là. Vous avez un thème de recherche, je vous dis, on va faire un article là-dessus. Article, un standard. Et après, on pourra même publier immédiatement. Avant même d'engager la thèse là, vous avez déjà, la thèse de doctorat, vous avez commencé la publication. Maintenant, le doctorat, série d'articles. Et ça se fait à travers beaucoup de pays, des institutions qui sont très avancées. Maintenant, allons vers ça. Et ensuite, l'anglais. English. C'est la langue de la science. Et la langue des scientifiques. Nous sommes dans la science, parlons anglais. Nous sommes des scientifiques, parlons anglais. Maintenant, ça ne veut pas dire que si vous ne parlez pas anglais, bon, abandonnez la recherche, allez faire autre chose. Hein. D'accord? Mais seulement, c'est des efforts qu'il faut faire à ce niveau-là.
parce que la plupart des références, la plupart des grands écoles, même les Français même se débrouillent pour publier en anglais, pour nous francophones. Donc faisons vraiment des efforts à ce niveau, non seulement en termes personnels, mais également en termes de nos enseignements pédagogiques. Donc voilà tout un ensemble d'éléments que j'avais voulu présenter, monsieur le président de séance, pour pouvoir vous informer du contenu de l'ouvrage, partager cela avec vous. Maintenant, comme je l'ai dit une fois de plus, l'objectif c'est vraiment de contribuer à la pratique et à l'enseignement de la recherche. Donc nous pensons que c'est des éléments qui pourront effectivement jouer positivement dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie, monsieur le président et chers collègues. Chers collègues, cette production est extrêmement riche et positive pour les jeunes chercheurs, je dirais même les chercheurs de manière générale, qui ne sont pas si jeunes que ça, mais aussi qui interprètent les effectivement, comme on l'a dit à travers vous interpellez quand même les décideurs avec des éléments, me retirer dire au mot et ensuite confier la présidence à mon collègue. Le professeur Sidika, directeur du CREFDES. Alors, ces mots, ce sont d'abord des mots, je dirais, de félicitations et de remerciements. Félicitations à l'endroit du professeur Ablaye Seck pour la qualité, effectivement, de son produit, parce qu'il nous a livré un produit, effectivement, de très bonne facture, qui constitue, effectivement, manifestement, une contribution au niveau de la thématique. Il s'agit également de mots de remerciement, parce que nous le savons, ce qui caractérise cette thématique, c'est un peu la rareté de la production. Ce n'est pas comme des thèmes où on a des monographies, des articles assez standards. Là, quand on regarde un peu la production, elle est assez rare. Elle est rare et c'est pourquoi je dirais que le professeur Seck a fait preuve d'une grande générosité intellectuelle. Donc, je qualifie ça de générosité intellectuelle parce que quand on regarde l'ouvrage, on est marqué, enfin, il y a beaucoup de conseils, je dirais même des ficelles, des petites choses qu'on ne voit pas tous les jours. Donc c'est le fil de l'expérience, c'est le fait de recenser les bonnes pratiques, c'est le fait de recenser les facteurs d'échec, les facteurs de succès. C'est un peu tout ça qu'on a dans cette ouvrage. C'est pourquoi je pense qu'il a fait vraiment preuve d'une grande générosité à ce niveau-là. Alors, c'est un ouvrage effectivement fort intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on regarde un peu notre système, je dis l'enseignement supérieur, je crois que le constat qui a été fait depuis longtemps, c'est que la richesse est un peu le parent pauvre. Hein? La richesse c'est le parent pauvre et ça c'est quelque chose qui est tout à fait dommageable parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte où beaucoup considèrent que la nouvelle richesse des nations aujourd'hui c'est le savoir. Donc, quand on maîtrise le savoir, on a la voie vers l'émergence, on a la voie vers le développement. Et développer une économie de savoir, c'est développer une économie où, effectivement, il y a des producteurs de savoir, comme il est dit. Et j'ai bien aimé même la façon dont il le présente dans l'ouvrage, parce que lui, il identifie le chercheur à un producteur. Parce que c'est ce que nous enseignons dans nos cours de microéconomie et autres. Il dit effectivement, le chercheur, son comportement, il est assimilable à celui d'un producteur. Et le producteur, il a une fonction de production, il y a des facteurs, il y a une technologie qui est utilisée et il y a un output. C'est exactement ce qui se passe pour le chercheur. Parce qu'effectivement, on a un problème qu'on se pose au départ. Il y a une problématique, un problème de recherche qu'on se pose, un objectif. Et ensuite, il y a des éléments à mobiliser. Il faut mobiliser la littérature, il faut mobiliser une méthodologie. C'est ça notre technologie. Et il faut avoir un produit à la fin. Donc vraiment, développer l'économie du savoir, c'est ça, c'est-à-dire créer les conditions telles que la recherche, la recherche puisse se développer. Alors, moi malheureusement, il m'a ouvert cet ouvrage il y a quelques jours, je n'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais au moins j'ai lu l'introduction. Et l'introduction, ça a la qualité d'un ouvrage intéressant. Parce qu'un ouvrage intéressant, c'est quoi? C'est un ouvrage, quand on lit l'introduction, on a envie d'aller jusqu'au bout. C'est exactement ce qui se passe. Il y a une introduction d'une très grande richesse. Alors, je vous invite bien sûr à tout lire. Mais déjà,
Je suis sûr que vous allez avoir le même sentiment que moi. Dès que vous lisez l'introduction, vous avez envie d'en savoir plus. Vous avez envie effectivement d'aller jusqu'au bout. Et j'insisterai sur peut-être juste sur quelques éléments. D'abord, les éléments de diagnostic, parce que ce qui ressort clairement et il le montre, c'est aujourd'hui la nécessité de développer un curriculum de formation à la recherche. Effectivement, ça manque. Même si ici ou là, on a quelquefois effectivement des modules en matière de méthodologie et autres, mais manifestement, il faut beaucoup plus. Un autre point, et à juste titre sur lequel il a insisté, c'est le problème de communication scientifique. Bon, là aussi, il y a encore beaucoup à faire. Bon, je dois dire qu'en ce qui concerne notre faculté, dans la période récente, il y a eu quand même une évolution très positive, parce que de plus en plus, effectivement, il y a un agenda, les collègues se retrouvent autour des productions scientifiques en cours. Et je crois que c'est cela qu'il faudrait booster, qu'il faudrait développer en notre sein et vis-à-vis également de l'extérieur. Bon, autre chose aussi que j'ai beaucoup apprécié, là aussi c'est des qualificatifs qu'il utilise pour indiquer un peu les défis au niveau de la recherche. Il y a 3 types de défis quand on fait la recherche. C'est le défi d'efficacité. Il faut effectivement être efficace. C'est le défi de l'efficience et c'est le défi de la rentabilité. Là aussi, effectivement, il faut être efficace. Pourquoi? Parce que il faudrait aller jusqu'au bout. On ne commence pas un programme de recherche, par exemple, qui ne se termine pas. On va faire un acte, on va faire un ouvrage, mais 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après, on en est là. Il y a rien là, il y a un problème. Il faut être efficient. Il faut être efficient, c'est-à-dire qu'il faut arriver au produit en utilisant le minimum de ressources possibles. Et effectivement, la recherche doit être rentable. On ne doit pas faire la recherche pour arriver à un produit qu'on retrouve dans les tiroirs. Le produit, ça doit être utile pour les décideurs. Ça peut être le décideur public, ça peut être le décideur public. Donc, je pense qu'effectivement, une bonne recherche, c'est une recherche qui, effectivement, arrive effectivement à relever ces différents défis. Je voudrais peut-être, enfin, bon, en termes de commentaires, disons, parler un peu de quelques aspects institutionnels, voire même de gouvernance de la recherche. Parce que le problème qui se pose souvent chez nous, quand je dis chez nous, c'est l'université sénégalaise, c'est que malheureusement, jusqu'à présent, la recherche c'est un peu comme une affaire individuelle, plutôt qu'institutionnelle. Hein? Et le chercheur, il est un peu livré à lui-même, et il fait la recherche surtout dans la perspective de sa carrière, de son avancement. Et là, effectivement, ça, c'est très dommageable. Pourquoi? Parce que ça va l'amener vers une production minimaliste, je dirais. On fait le minimum pour gravir les échelons et puis ça s'arrête là. Alors que là, je dirais l'inconvénient, c'est que même si ça, comment dire, répond à une certaine stratégie de rentabilité privée, malheureusement, la rentabilité sociale va en prendre un coup. Parce qu'on a effectivement on a effectivement des chercheurs, souvent de bon niveau, qui ont un potentiel extrêmement important, mais qui est nettement sous-utilisé. Et c'est pourquoi, à mon avis, donc pour le rejoindre d'ailleurs, il me semble qu'il est grand temps. Bon, il est vrai qu'il y a des initiatives, il en parle. Bon, souvent on dit que voilà, la recherche est sous-financée. Ok, ça c'est vrai, mais comme il le dit, il y a quand même des possibilités et qui sont nettement sous-exploitées. Je crois qu'il y a lieu un peu de revenir à tout ça. Et il y a lieu, à mon avis, d'aller vers une recherche où, effectivement, la prise en charge est plus institutionnelle qu'individuelle. Et là, ça suppose qu'il y ait un rapprochement des différents acteurs. Quand je dis acteurs, c'est l'université, c'est les décideurs publics, c'est aussi les décideurs privés, les entreprises. Je pense qu'on peut aller jusqu'à une sorte de contractualisation. On peut aller vers un peu ce qui se fait peut-être plus dans le monde anglo-saxon que dans le monde francophone. Nous savons que dans un pays comme les États-Unis, la recherche est financée en grande partie par les entreprises. C'est les entreprises, effectivement, en grande partie qui financent la recherche. Donc, il serait bon, nous aussi, qu'on aille un peu vers cela. Et comme il le dit, là aussi, au début, il parlait d'un questionnaire qu'elle avait remis effectivement à des chercheurs pour voir un peu quelles sont
d'où vient leur inspiration pour définir les thèmes de recherche. Et je crois que si on arrive à ce rapprochement-là, si on arrive à ce partenariat, ça veut dire qu'on va arriver à un moment où nos programmes de recherche, nous ne les définissons pas par rapport à nos propres objectifs, mais effectivement sur une base consensuelle. Aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, on parle du PSE. Bon, il serait bon, par exemple, qu'on voit, compte tenu des priorités de l'État, quel doit être notre programme de recherche. Et si effectivement on a cette démarche, c'est sûr qu'on va régler en même temps le problème de la rentabilité, comme on dit. Parce qu'effectivement, on a une recherche qui dès le départ d'emblée, va répondre à des préoccupations tout à fait concrètes. Autre point, effectivement, comme il l'a dit, les problèmes de communication, là aussi, le rapprochement avec les autres décideurs devait nous conduire à définir un agenda en termes de communication. Dans le passé, on avait une bonne habitude, Sidi, c'était les journées de l'économie sénégalaise qu'on organisait assez régulièrement. Bon, maintenant, peut-être plus raison, mais je crois qu'il faut qu'on fasse plus même. Il faut qu'on fasse plus. Je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de thématiques, il y a tellement de besoins en termes d'échange. Il nous faut effectivement retrouver ces bonnes habitudes-là. Et le fait de nous rapprocher de ces décideurs-là aussi, je crois qu'il sera beaucoup plus facile de les amener à contribuer au financement de la recherche. Parce que ce qu'on fera, c'est avant tout, ce sera pour eux. Et là, autre point, vraiment le dernier là aussi, il a abordé, parce que nous savons qu'aujourd'hui, une manière de financer la recherche, c'est à travers les fonds compétitifs. Il le dit, il explique clairement comment ça se passe, comment il faut faire pour avoir des chances d'aller jusqu'au bout, et quels sont les facteurs d'échec aussi. Là aussi, je pense que c'est une opportunité qu'il faudra qu'on saisisse en nous organisant mieux. Je crois qu'il y a toute une stratégie qu'on doit développer pour pouvoir capter ces opportunités-là. Et je voulais donc terminer, chers collègues, par une invite au public, une invite surtout aux chercheurs, le plus rapidement possible de vous approprier cet ouvrage-là et de le lire. Et je pense qu'il vous sera très utile et il vous sera d'un grand secours. Je vous remercie. Merci. Chers invités, je suis vraiment très honoré. Je tiens d'abord à vous remercier de venir assister à cette manifestation. Tout d'abord, mes vives félicitations à notre collègue le professeur Abdoulaye Seck, que Doyen a présenté tout à l'heure. Le professeur Abdoulaye Seck est un produit de la FASEC, comme on l'a dit. C'est notre aîné au niveau du PTCI. Mais ce qui m'a beaucoup marqué chez le professeur Seck, c'est son amour très précoce pour la recherche. Depuis qu'on était au PTCI, il s'est distingué par ses écrits. Il a très tôt commencé à écrire des articles. Et donc, produire un ouvrage de méthodologie n'est pas pour les gens de sa génération une surprise. C'est un homme qui a une qualité scientifique qu'il a démontré à travers son parcours. Il a fait rapidement sa thèse, il est agrégé très tôt et il est passé professeur très tôt, titulaire. Parlant de son ouvrage, je le taquinais en le disant que, mais d'habitude, les ouvrages de méthodologie, c'est réservé à des personnes très âgées dans la recherche. Je m'attendais à avoir un ouvrage du professeur Abdoulaye Diagne ou du professeur Kassé, ça je le comprends. C'est des gens qui ont tellement fait de la recherche qu'au crépuscule de leur vie universitaire, il a essayé de s'asseoir pour faire un ouvrage. Et la plupart, quand vous regardez dans la bibliographie, ceux qui s'attellent à cet exercice, c'est des gens vraiment âgés. Voir un jeune qui s'engage à rédiger un ouvrage de recherche m'amène à dire deux choses. D'abord, qu'il s'est engagé très tôt vers la recherche, mais aussi il est courageux et audacieux. Donc là, ne serait-ce que pour ça, vous méritez beaucoup de félicitations. Ensuite, cet ouvrage, quand vous regardez bien, ce n'est pas un ouvrage de méthodologie en fait. Les ouvrages de méthodologie qu'on a l'habitude sont consacrés uniquement à la méthodologie. Mais c'est un ouvrage de recherche appliquée.
C'est-à-dire que dans cet ouvrage, le professeur Seck essaie de tracer tout le processus de la recherche, depuis la méthodologie, le système de communication et ensuite la méthodologie ou bien les approches de financement disponibles. Malheureusement, dans nos universités, la partie portant sur la communication scientifique n'est pas tellement développée. Et quand j'ai lu son ouvrage, je lui ai dit, mais prof, vous m'avez donné une idée, je vous l'avais dit. Je vais demander maintenant à mes doctorants, après la thèse, après avoir soutenu, de me produire un policy brief de deux pages. Ça peut être un élément du labo, mais aussi lui-même, ça peut le servir. Parce que c'est l'élément de communication avec les décideurs. Les thèses sont restées scientifiques et hermétiques. C'est entre nous scientifiques. Mais le policy brief, vous pouvez le donner à un journaliste, vous pouvez le donner à un décideur. C'est vraiment la thèse ou bien le travail scientifique de manière allégée. Et je vous félicite d'avoir mis le focus dans cette partie. Et ça devrait nous amener, nous aussi, en tant que responsables de formation, d'améliorer le contenu de nos enseignements. Et vous présentez aussi une autre partie qui est très intéressante, c'est le financement. D'habitude, le financement de la recherche, c'est de bouche à oreille. Hein. Je connais un réseau, je t'en parle, Cabral m'en parle, et puis nous, on mobilise la recherche. Mais quand vous exposez ici la méthodologie, et ça permet aux jeunes doctorants, aux étudiants, de savoir se présenter au niveau des fonds compétitifs et pouvoir lever des fonds. Vraiment, moi, c'est un ouvrage qui me fait plaisir, étant entendu que durant toute notre carrière au PTCI, nous avons appris la recherche par la pratique. On voit que Cabral a fait tel article, on lit, on regarde ce qu'il a fait, on fait ça. Et c'est peut-être après, quand on préparait les articles, qu'on a commencé à lire la méthodologie. Mais on a commencé la recherche par imitation. Les mémoires, c'était par imitation. Bon, il a fait un bon moment, on prend, on essaie de voir. Mais on ne savait pas à l'époque que c'était une problématique. Et là, vraiment, je suis vraiment très content de voir que vous avez présenté l'approche de construction d'une problématique. Et la problématique, un chercheur doit maîtriser avant tout l'organisation ou la production d'une problématique. Ça te suit toute ta vie. Sans problème, point de recherche. Voilà, chers collègues, ce que j'avais à dire, chers invités. Il y a notre professeur Fall qui devrait être là à nos côtés, mais qui est un peu souffrant. On va le pardonner. Je vais donc donner la parole à mes deux collègues. D'abord, le professeur titulaire, Cabral, et ensuite notre collègue professeur qui vient de Thiès, Minirou, qui est aussi mon promotionnaire. J'ai fait la maîtrise avec Minirou et la licence avec Minirou. Un homme aussi qu'on ne présente plus, hein, qui aime vraiment la production scientifique, qui publie beaucoup. Donc, chers collègues, merci d'être présents. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre collègue, le professeur Cabral. Merci, Président. Chers collègues, Sidikan. Professeur Sidikan. Alors, c'est également un réel plaisir de voir mon ami et collègue, professeur Abdoulaye Seck, produire et communiquer sur son ouvrage. Au détour d'une réunion, d'un atelier qu'on avait à l'esprit, je pense qu'il y a de cela 3 ou 4 mois, il avait déjà commencé à partager les fruits de, je pense, l'enquête et tout le travail qu'il avait fait autour de ça. Lorsque le PTCI a réuni également les doctorants pour faire la présentation des travaux préliminaires, là également il avait communiqué. Et je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Je suis vraiment surpris que voilà, l'ouvrage soit là. Et je tiens vraiment à te féliciter parce que ce qu'on attend de nous autres, c'est de la production scientifique, c'est vrai, les articles, mais les ouvrages également nous permettent de rendre à la communauté ce que nous avons reçu, à la communauté scientifique ce que nous avons reçu. Alors, je veux juste partager 3 choses. Le produit du point de vue de la posture de l'école doctorale
Ensuite, peut-être une digression qui pourrait prolonger ton point de chute. Et puis, ensuite, voilà, terminer avec les leçons, ce que j'appellerais des leçons de politique de recherche fort riches qui t'ont permis de boucler. Du point de vue de l'école doctorale, je pense que les jeunes chercheurs que nous formons ont un outil, à mon avis, qui leur permet, dès le départ, de remédier à des carences que nous constatons à la fin. Je le dis aux collègues, de plus en plus, des rapports négatifs tombent, mais généralement, ça n'est pas la faute du doctorant. Quand on n'est pas formé à la recherche, on ne peut pas ne pas traîner des carences comme ça. Et donc, nous faisons des efforts de plus en plus en leur demandant dès le départ de faire de l'épistémologie avec un collègue de la fac de la FASTEF, l'un des rares spécialistes en philosophie logique, en épistémologique, et donc ça ne règle pas le problème parce que la méthodologie ne peut pas être standard. Le gestionnaire a son couloir à prendre, droit privé a son couloir à prendre. Donc c'est vraiment une histoire de champ. Et c'est là où justement cet ouvrage va être très utile pour les jeunes chercheurs qui essaient de se former à la recherche et qui vont être la relève lorsque nous irons à la retraite. Alors, deuxième point, c'est partager enfin, je parle de digression, mais bon, je retrouve en fait des éléments de ton épilogue sous la forme voilà, d'une question. Bon, la recherche, pourquoi en fait? J'avoue que c'est un dilemme parce que depuis quasiment plus d'une dizaine d'années, j'évolue dans une équipe de recherche où je ne trouve pas de mix confortable pour ce dilemme. La recherche, pourquoi? Une façon de répondre à la question, c'est de se dire que voilà, c'est d'apporter une réponse à un besoin. Mais après, ce besoin peut découler d'une demande, okay, donc, qui émane de qui? Qui émane peut-être des décideurs, ça c'est classique, qui peut émaner des entreprises, c'est également un client de nous autres, qui peut émaner juste du fait que nous sommes dans la société, et tu l'as dit, et que donc lorsqu'on observe ce qui se passe autour de nous, nous ne pouvons pas ne pas apporter une réponse. Et j'ai bien aimé, il y a de cela quelques semaines, lorsque au centre d'Abdou Diouf, un panel avait été organisé, nous avions un jeune entrepreneur sénégalais, Bachili, qui dirige le Mamel Djabot, et qui nous a dit qu'en fait, il n'arrive pas à communiquer ni avec les décideurs, ni avec... Il ne voit pas quel intérêt il a d'aller chez un chercheur, parce que lui, ce qui l'a motivé rationnellement, c'était de répondre à une demande en tant qu'entrepreneur. Il y avait du lait qui était versé, tandis que le Sénégal importait trop de lait. Ça a été son angle d'attaque. Et ensuite, il continue pour dire que voilà, comment est-ce qu'on peut être émergent lorsque la plupart des individus sont pauvres? Et son angle d'attaque à lui, en tant qu'entrepreneur, c'est d'apporter une réponse. Il est dans son couloir à lui. Nous autres chercheurs également, nous avons une réponse à apporter lorsque nous sommes les produits de cette société. Mais le risque, et c'est justement là où j'ai beaucoup de problèmes avec beaucoup de collègues, c'est d'aller vers une recherche commanditée. Tu l'as dit, le problème de la recherche, c'est la contrainte de financement. Et malheureusement, de plus en plus, nous répondons à des recherches de façon commanditée. C'est soit le bailleur qui veut dérouler quelque chose, ou alors un programme. On était à OMD, on est passé à ODD. Et moi, cette approche ne m'est pas trop confortable. Et donc, l'autre perspective, c'est de se dire que voilà, j'ai une offre à faire. Je pense que c'est une des optiques que tu as choisies. Comment faire pour proposer une offre de recherche? Parce que lorsqu'on adopte cette perspective, alors c'est la passion des chercheurs qui parle.
on y va parce qu'on a quelque chose qui nous trouble, un questionnement, et donc ça n'est pas de la recherche commanditée, mais nous essayons de titiller quelque chose qui est une question, et nous voulons apporter une réponse. Cette approche, elle est beaucoup plus parlante pour moi, du point de vue de ma formation. Mais il est clair que les deux ne peuvent pas être dissociés. Je pense que, quelque part, tu l'as dit, en comparant la recherche appliquée et fondamentale, les deux ne peuvent pas être dissociés. Parce que lorsque un chercheur fait une très bonne recherche qui aboutit à des politiques d'économie, à des leçons de politique économique, son offre crée une demande, de facto. Et on le voit par l'histoire des prix Nobel qui ont cheminé et qui ont parcouru l'histoire de la science économique. Et donc, du coup, il peut facilement lever des fonds par cette approche-là. Je terminerai par les leçons de politique de recherche très riches que tu as pu décliner. Et je suis surpris de voir qu'une des politiques, une des propositions, mettre en place une plateforme collaborative de chercheurs, et exactement ce que le collègue qui a été nommé directeur de la recherche est en train d'expérimenter. Parce que lui a constaté qu'il y a trop de laboratoires, et des laboratoires en fait qui sont dirigés par un individu, un professeur. Donc, ils sont en train de mettre une politique où nous aurons des laboratoires mixtes de recherche, des équipes qui vont être de plusieurs universités, avec un minimum de professeurs, de seniors, un minimum de jeunes chercheurs. Et cela va être la condition pour se faire financer. Du coup, les laboratoires que nous appelons laboratoires, de fait, n'existent plus, parce que l'arrêté est déjà là. Et donc, nous sommes en présence plutôt d'équipes de recherche qui doivent s'adapter à cette nouvelle politique. C'est donc dire que cette leçon de politique, elle est expérimentée par le ministère actuellement. Je suis également d'avis qu'il faut de plus en plus aller vers des formats de thèse par article. Personnellement, c'est ce que j'ai adopté comme démarche, pour avoir constaté qu'au bout des thèses, et je l'ai dit par texto au recteur, au bout des thèses, nous avons tellement de gâchis à l'UCAD. Qu'est-ce qui se passerait au niveau du classement de l'UCAD si toutes les thèses devaient aboutir à des publications? Je pense que le classement de l'UCAD aurait changé. Et cette perspective demande de mettre en place vraiment toute une stratégie. L'UCAD étant un mammouth, pas facile à faire bouger. Je pense que ton ouvrage et la façon que tu auras de communiquer permettra de faire bouger les lignes, puisque plus les collègues le feront, plus nous aurons d'articles et plus nous serons classés. C'était les trois aspects que je voulais partager avec l'auditoire et toi, et te féliciter à nouveau pour cette remarquable œuvre. Je te remercie. La qualité scientifique, sur les possibilités de recherche, mais surtout sur les gaspillages que nous rencontrons au niveau de l'université. On fait beaucoup de thèses, mais malheureusement, peu de thèses aboutissent à une production scientifique, à des publications. Et je pense que si nous allons dans ce sens, nous allons considérablement améliorer l'image de l'université. Parce que ce sont finalement les publications qui font le rayonnement de l'université. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre collègue Minirou. Et après l'intervention de professeur Minirou, nous allons donner la parole au public pour ceux qui voudront intervenir et peut-être poser des questions au professeur Seck, qui peut-être va apporter quelques réponses. N'est-ce pas? Donc, monsieur Yael, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur Sidikan, professeur Cabral, professeur Seck, professeur Fall et tous les invités.
Donc c'est un grand plaisir de venir participer à cette cérémonie de présentation. Je vais d'abord commencer par dire que le livre est tellement, cet ouvrage est tellement intéressant qu'avant-hier, un collègue me l'a pris, un collègue du département de tourisme, avec toutes les feuilles que j'avais mis dedans, les commentaires, mais je vais essayer de... Donc il l'a pris parce que lui, il prépare aussi des recherches pour essayer quand même, comme le département de tourisme est nouveau, d'aller au CAMES et d'essayer d'avancer, quoi. C'est pourquoi il me l'a pris, je lui ai donné. Donc, pour dire simplement que l'ouvrage quand même est, rien que le titre est vraiment attrayant. Les gens sont incités à prendre. Et ça ne se limite pas seulement au titre, parce que quand vous entrez dedans, vous allez voir vraiment un must de propositions, un must de créneaux, de niches qui peuvent être valorisés effectivement pour tout simplement aller de l'avant. Je pense que même dans le livre, on parle de révolution. Et je considère que cet ouvrage-là est même une révolution parce que savoir allier tout simplement réflexion au service de la recherche, méthodologie et donner des pistes pour les financements, vraiment, il faut vraiment oser pour le faire. Et ceci, donc, est vraiment bien présent dans l'ouvrage. Ce qui me permet de dire, comme je l'ai toujours dit devant les collègues, que le professeur Abdoulaye Seck, c'est un professeur qui est immensément généreux. Parce que et tout ce que les gens peuvent cacher à gauche, à droite, il l'a pris pour le service aux gens. Parce que j'ai toujours dit que quand on travaille, comme nous sommes nous étions des ndongo dara, qu'on est produit des dara, on a toujours tendance à dire que le travail que nous faisons, les fonctions que nous avons ne peuvent être que des supports pour l'ascension spirituelle. Et quand vous lisez le livre d'Abdoulaye Seck, vous voyez que vraiment il a voulu rien gagner. Parce qu'il y a même une citation dedans qui dit en substance que rien ne peut rémunérer un travail de recherche, rien ne peut rémunérer un ouvrage, seul le sentiment et le plaisir d'avoir servi à éclairer les gens. Ce sentiment-là, vraiment, c'est la béatitude. C'est vraiment un sentiment que tout le monde doit rechercher. Et quand vous voyez le livre et tous les efforts qui ont été mis dans cet ouvrage-là, vous vous dites vraiment que on ne peut pas faire ça pour chercher quoi que ce soit. On fait seulement ça pour servir la nation, pour servir les gens. Et ce qui me permet de revenir à un grand hadith du prophète Mohammed qui disait La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Il disait que personne d'entre vous n'est un vrai croyant s'il ne veut pas pour son prochain ce qu'il veut pour lui-même. Et je pense qu'en lisant cet ouvrage-là, on sait pertinemment que le professeur Abdoulaye Seck est un chercheur, un enseignant, qui veut aussi la même chose pour ses collègues enseignants, qui veut leur donner tout ce qu'il a pour leur permettre d'atteindre le niveau qu'il a atteint. Donc je pense que ceci mérite vraiment des applaudissements. Et aussi, il y a une dimension très intéressante du livre, parce que Condorcet disait il y a 200 ans que sans avance, il parle des investissements. Il disait que sans avance, l'innovation reste dans un style de médiocrité. On peut faire de la recherche, mais si on ne met pas l'investissement nécessaire, on tombe sur la médiocrité, on tombe sur des choses qui ne sont pas bien faites. C'est ce qui nous arrive en Afrique tout le temps. On se limite au minimum. Tout à l'heure, le professeur Bounagnan l'a dit, parce qu'on n'a pas les moyens de faire vraiment la recherche. La recherche, ça demande beaucoup d'investissement. Il a fallu même, pour tout simplement rédiger toute la partie sur comment choisir un thème, faire une enquête sur ses collègues, faire une fiche d'enquête. Tout ça, c'est vraiment des moyens. Peut-être qu'il l'a fait avec ses propres moyens, mais ça demandait quand même des moyens. Et il faut toucher des professeurs de Bambay, des professeurs de Saint-Louis, ça peut se compliquer. Donc vous voyez que pour avoir la qualité, il faut le financement. Ce qui fait que donc, ce n'est pas un ouvrage qui vient seulement vous dire voilà comment faire la recherche et voir comment produire faire une production scientifique, mais qui propose également une approche pour tout simplement rendre la réforme performante, la recherche efficace vraiment par les pistes de financement. Je pense que ça aussi c'est extrêmement important. Et l'appréhension globale qu'on peut avoir en parcourant et en lisant certaines parties de cet ouvrage, c'est que simplement la recherche quand même c'est un grand combat. Un grand combat, et ça se transcrit même dans l'ouvrage. Ça se voit très bien, c'est un grand combat. Ce n'est pas quelque chose de très aisé. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des classements d'ouvrages au niveau du CNRS. Vous avez le classement CNRS, le classement CRS, on met des revues parce qu'aujourd'hui, il y a même de la publicité pour faire des publications. Vous payez et les gens vous publient, et ainsi de suite. Alors que ça ne peut pas être quand même de cette logique
cette logique pécuniaire ne peut pas être une bonne recherche. Aujourd'hui, c'est pourquoi la recherche est vraiment un grand combat et il faut toujours chercher l'efficacité. Et c'est tout là vraiment nous donne cette occasion-là de pouvoir chercher cette efficacité-là en essayant tout simplement de respecter un certain nombre de normes qui existent. Toutes ces normes-là vraiment existent dans l'ouvrage. Vraiment toutes les normes à respecter, toutes les procédures à prendre, toutes les démarches à adopter. Sur le plan financier, il y a des pistes vraiment très généreuses qui permettraient vraiment de trouver des financements pour financer le jeu. Et je vais terminer là pour encore féliciter le professeur Abdoulaye Seck. Cela ne me surprend pas de lui parce que je l'ai connu depuis longtemps et je sais vraiment tout ce qu'il fait. Et vraiment, c'est une personne également qui est vraiment très, comment ça s'appelle, cordiale. C'est-à-dire, à chaque fois que vous le sollicitez sur quelque chose, il est toujours prêt à répondre. À chaque fois que vous demandez un document, il est toujours prêt à donc donner. Donc, sur Internet, vous faites un mail, il répond systématiquement et il vous dit tout ce qu'il sait. Vraiment, je tiens à le remercier. Je tiens à remercier, tout simplement remercier tous les collègues qui sont là. Et l'Université de Dakar, c'est mon université d'où je viens. J'ai été vraiment choqué du classement, ne vous inquiétez pas, vraiment. Donc je me suis dit vraiment, c'est parce que tout simplement, il y a eu des incidences qui ne sont pas, qui n'ont rien à voir avec l'administration ou les collègues. C'est vraiment des facteurs politiques qui sont venus perturber un peu le classement. Mais l'Université de Dakar reste une université de qualité, une université où les gens travaillent. Tout en l'Université de Saint-Louis, les gens font leur travail. Ce travail-là le montre. Les publications que l'on voit, j'ai récemment découvert une publication du professeur Cabral dans la revue Economics Bulletin, qui est donc une revue américaine vraiment bien cotée sur le plan international. Donc, pour dire que tout simplement, l'Université de Dakar aussi, c'est une université de référence. Nous sommes très fiers d'avoir été dans cette université-là et nous continuons à suivre pour tout simplement donner notre pierre à l'édifice. Et félicitations encore au professeur Abdoulaye Seck, félicitations au professeur Sirif Sidikane. Il faut vraiment être généreux pour être là et accompagner ses collègues. Professeur Cabral, la modestie et l'humilité du professeur Fall, agrégé. Donc vraiment, merci à tous et vraiment à très bientôt. Merci. Bon, on va essayer de répondre. Merci, Sidikane. Papion Amane, je suis enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger. J'interviens en tant qu'ami de Abdoulaye Seck. Je ne vais pas parler du livre parce que je n'ai pas lu le livre, mais je vais juste appuyer quelques anecdotes qui viennent réconforter ce que Sidikane a dit, Mounir a dit, Cabral a dit. J'ai la chance d'être un camarade de lycée d'abord, de Abdoulaye Seck. On a fait la même seconde jusqu'à la terminale. On est venus ensemble à l'université ici à la FASEC. Et encore mieux, nous avons habité dans la même chambre en résidence U. Alors, tous ces événements nous ont rapprochés, beaucoup rapprochés, et depuis maintenant plus de 25 ans, 30 ans, nous sillonnons ensemble. J'étais en licence, en maîtrise avec Abdoulaye Seck. Chaque fois qu'un étudiant ou une étudiante de première, deuxième année venait me demander « Apprenez-moi la microéconomie, la macroéconomie », je lui disais « Je vais t'amener voir un homme très généreux. Il va t'apprendre la micro, la macro, de façon très pédagogique. » Je l'ai amené voir Abdoulaye Seck. Ce sont des témoignages, ce n'est pas du mensonge, c'est du vrai. Et je me souviens aussi, en partageant la même chambre avec lui, un étudiant qui prenait sa bourse, 18 000, 36 000, il était tellement content comme un petit garçon d'aller à la librairie 80, acheter des livres d'introduction à la macro, micro 1, macro 2 de Xavier Greff. Je me souviens bien des livres, comment je le voyais joyeux, comme un petit garçon à qui on a offert un petit goûter de 17 heures. Alors c'est pour dire qu'il avait cet amour, ce petit truc avec la connaissance, la recherche de connaissance et surtout la générosité pour transmettre cette connaissance. Et il le faisait aussi avec le Coran, l'apprentissage du Coran aux jeunes. Malgré la charge qu'on avait en tant qu'étudiant, il sillonnait face aux quartiers environnants de l'université pour essayer d'apprendre le Coran à beaucoup de jeunes, surtout les filles, les amener à être très rigoureuses dans leur religion. Donc, quand on me dit que Abdoulaye Seck a écrit un livre sur la méthodologie en économie appliquée, je ne suis pas surpris. Je dis toujours que Abdoulaye Seck, docteur en économie, j'ai dit
Ben, je savais qu'il allait le faire. Abdoulaye Seck, professeur agrégé, ça ne me surprend pas. Professeur titulaire, ça ne me surprend pas. Donc rien ne me surprend sur lui. Je pense que je finirai par le remercier de nous avoir permis d'avoir accès à ces aspects de la recherche, cette générosité. Je n'ai pas encore lu le livre, mais je sais qu'il y aura beaucoup de générosité dedans, comme dans tous les compartiments de sa vie. Il est très généreux. Je finirai juste par dire aussi aux camarades qui sont là, que je n'ai pas vu depuis Berluret, comme Mounir depuis, je pense, Grenoble, Lyon et autres, ça fait 10 ans maintenant, plus de 10 ans. Syndical, PTCI, ça fait très longtemps. Ça m'a fait bien plaisir de vous revoir. Bon, le grand frère, lui, on se voit toujours. Il est devenu un camarade de tous les jours. Merci beaucoup. Merci, merci. Beaucoup, professeur Chérif Sidi Kane. Je tenais à peut-être faire un petit témoignage aussi à l'endroit du professeur Seck. On n'a pas partagé la chambre U, mais quand même on a partagé une épreuve qui était aussi très intense, c'est-à-dire l'agrégation. Donc c'était un moment très fort et on a gardé de bons liens. Je n'ai pas encore lu le livre, mais quand même, quand j'ai écouté la présentation, j'ai parcouru aussi tout à l'heure quelques pages du livre. Cela m'amène à peut-être poser une ou deux questions au professeur. Donc la première question, c'est peut-être de se dire, pourquoi restreindre en économie? Est-ce qu'on ne peut pas faire de cet ouvrage quelque chose qui est peut-être un peu plus universel? Est-ce qu'il y a on ne peut pas voir par rapport en histoire ou bien en géographie, est-ce que ce n'est pas la même méthodologie? Voilà, peut-être que vous aurez des éléments de réponse. La deuxième question aussi, c'est que j'ai vu tout à l'heure que les cibles, c'est étudiants de master, doctorat, et puis des jeunes chercheurs. Mais je pense qu'il est bon aussi de voir un peu au-delà de l'université. Parce que au niveau des ministères, notamment le ministère de l'économie, il y a aussi des départements qui font de la recherche appliquée, qui font des simulations, qui font des études. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux aussi ne pas restreindre le champ et dire que cet ouvrage-là s'adresse aux gens qui, eux aussi, font de la politique économique, notamment au sein des ministères. Alors, j'aimerais aussi rebondir sur un point tout à l'heure, le point sur les bailleurs. Je ne sais plus si c'est le professeur Kane qui l'a dit ou Bounania ou Cabral, je ne sais plus encore. Mais en tout cas, c'est vrai que parfois, il y a des commanditaires. Et les commanditaires, j'ai souvent l'impression qu'ils sont un peu en avance par rapport aussi aux universitaires. Parce que eux, quand ils ont une problématique, ils ont aussi l'application derrière. Donc, je pense qu'il y a lieu de voir aussi les collaborations qui peuvent exister. Non pas entre universitaires, parce que c'est ce que vous sous-entendez tout à l'heure dans votre intervention, mais il faut voir aussi les collaborations qui peuvent exister davantage avec les bailleurs. Et bien sûr, quand je dis bailleurs, ce n'est pas uniquement le financier, mais aussi même, je parle de l'État, ou bien des gens qui font de la politique économique tous les jours. Donc, je pense que quelqu'un l'a dit, il y a le PSE qui est là, bon, on va dire politique nationale, qui sont définies avec des priorités. Et il est important aussi que les chercheurs puissent avoir un œil, un aperçu par rapport à ça. Voilà, donc ce sont ces quelques mots que je voulais dire. Et vraiment, je tenais à féliciter encore notre ami professeur Abdoulaye Seck pour cette initiative. Sa générosité, je pense que c'est plus à prouver. Pas plus tard que quelques temps, il m'a appelé pour me demander si je ne connaissais pas quelqu'un pour justement parce qu'il y avait des bourses, je pense, que l'on offrait. Donc, il cherchait des gens pour ça. Donc, ça, c'est pour montrer qu'il est quelqu'un de très, très généreux. Et ça, vraiment, je tenais à le remercier. Voilà, encore une fois, félicitations. Et j'ai hâte de lire le livre. Bonjour tout le monde.
Merci, professeur Chérif Siddikan. Merci aussi au professeur Cabral, au professeur Mounirou et au professeur Fall. Je m'associe également aux remerciements formulés à l'endroit du professeur Abdoulaye Seck, que j'ai connu aussi en chemin au niveau de cette faculté des sciences économiques et de gestion. Donc son amour pour la recherche n'est plus à démontrer. Personnellement, je l'ai côtoyé également. On a eu beaucoup d'échanges. Il fait partie des enseignants qui m'a beaucoup encouragé à faire la recherche. Je le félicite pour le travail qu'il a abattu et qu'il a bien voulu partager aussi avec les collègues enseignants et les jeunes chercheurs. Cependant, j'ai une question parce que je n'ai pas eu le temps d'exploiter encore son ouvrage, mais j'ai écouté sa présentation où il a parlé un peu sur la communication scientifique qui constitue une dimension très importante de la recherche. Et souvent, les jeunes chercheurs ont des difficultés par rapport à cet aspect de la recherche. Et dans votre présentation, vous avez parlé quelque part, vous avez utilisé un concept véhicule et que vous n'avez pas assez développé dans votre communication. Je voudrais, s'il vous plaît, de revenir un peu sur la notion, le concept de véhicule dans la communication. Autre chose que je voulais aussi bien comprendre, c'est que vous avez présenté ici un schéma, on peut appeler le diagramme que vous avez présenté sous forme de cercle, hein, jusqu'à 5 niveaux. Il y a où vous avez parlé de communication. Alors, je me pose la question, si on doit communiquer après avoir choisi son sujet, faire la revue et rédiger le document, ensuite aller communiquer, et que quelque part aussi, le doyen l'a bien souligné, en matière de recherche, il y a 3 dimensions, il y a l'efficacité, il y a l'efficience et le rendement. Alors, ce rendement, à mon avis, il est apprécié par d'autres. Alors, si je dois faire la communication après avoir abattu tout ce travail-là, est-ce que, quelque part, je ne vais pas courir de risque de ne pas être apprécié, le risque de ne pas être bien compris par les percepteurs après avoir abattu le travail. Donc, si mon travail scientifique doit aboutir à des implications de politique économique, il va falloir, avant, à mon avis, d'entamer le travail, de discuter d'abord, de communiquer avec ces gens-là pour recueillir leur point de vue par rapport à la pertinence ou à la qualité de ce que l'on veut faire avant de se lancer dans le travail. Donc voilà les 2 préoccupations que j'avais à porter à votre endroit. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc avant tout, d'abord, je m'excuse d'avoir pris la parole face à mes professeurs. Et je le fais uniquement en tant qu'étudiant-chercheur et représentant de tous les étudiants. Donc il faut qu'au moins un étudiant prenne la parole. Et je commence par remercier le professeur Cabral, qui est notre directeur d'école. Je remercie aussi le professeur Chérif Siddikan de m'avoir initié à la recherche, parce qu'il a été mon professeur d'encadreur en mémoire au PTCI. Et c'est lui en fait qui m'a enseigné comment rédiger un mémoire. Et en mémoire, il m'a enseigné même la rédaction de la problématique en thèse, ce que je ne vais jamais oublier. Je remercie aussi le professeur Abdoulaye Seck. Lui, c'est un professeur exceptionnel de par sa modestie. Tous les étudiants le reconnaissent parce qu'il est toujours présent au moment opportun. D'abord en cours, ensuite dans les sciences de recherche. Je remercie aussi le professeur Mounir, que je ne connais pas trop, et toute l'assistance. D'abord, juste pour parler de l'ouvrage,
j'ai eu à parler avec le professeur Abdoulaye Seck, qui m'avait remis quelques exemplaires. Et là, il a fallu que je publie ça sur WhatsApp, que le lendemain, tous les exemplaires qu'il m'avait donnés étaient écoulés, pour dire que comment l'ouvrage est important. Et là, j'en ai lu quelques parties, je n'ai pas encore terminé. Mais en fait, je dis que l'ouvrage est venu au bon moment. Au bon moment, en ce sens que, ici, à la faculté des sciences économiques et de gestion, on avait senti d'énormes problèmes sur comment rédiger un mémoire, comment rédiger une thèse. Mais en lisant l'ouvrage, vous allez vous rendre compte qu'il a commencé d'abord par comment rechercher un sujet, comment l'étudiant doit faire pour avoir un sujet. Il a ensuite montré comment on doit faire pour trouver un financement, comment on doit se rapprocher des professeurs encadreurs pour qu'ils puissent accepter de nous encadrer, avant même d'attaquer la rédaction. Et ce qui constitue un problème phare au niveau de la faculté. Et là aussi, ma question est la suivante, parce qu'il y a des parties de l'ouvrage que seul l'auteur peut expliquer de manière plus compréhensive. Je voulais savoir, professeur Seck, est-ce que vous avez prévu d'organiser des séminaires consistant à découper partiellement l'ouvrage et à l'expliquer de manière plus efficace et plus compréhensive? Merci pour votre aimable attention. Voilà, merci beaucoup, chers collègues. Je suis vraiment honoré par ces différentes interventions. Maintenant, ce que je vais faire, c'est réagir à quelques aspects qui ont été soulevés. Et peut-être je pourrais donner quelques mots à l'intention de quelques participants. Bon, c'est une façon de remercier tout le monde, peut-être mes derniers mots, et on va vous remettre la parole. Voilà, en fait, je suis vraiment d'accord avec vos différentes interventions, chers collègues. Parce que nous avons, si vous voulez, cette question principale qui est devant nous, à savoir comment aller dans le sens de réformer notre pratique de la recherche, mais également notre enseignement de la recherche. Et je pense que de façon générale, c'est un ouvrage qui apporte des propositions, des éléments de réponse. Et comme je dis, c'est vraiment un débat qui est ouvert, parce qu'on y réfléchit depuis très longtemps, mais je pense que ça, c'est vraiment un élément additionnel qui vient s'ajouter dans ce débat-là. Et c'est un débat qui est continu. Donc c'est évident que c'est juste une étape, mais il y a d'autres étapes qui viendront. Maintenant, pour aller directement aux questions et répondre de façon relativement succincte, j'apprécie bien l'intervention de mon cher collègue Fall. Et il a rappelé effectivement un élément qui nous lie, je crois, pour toujours. On dirait un compagnon d'armes. On a vraiment été compagnons d'armes. En 2011, on était ensemble à l'agrégation à Abidjan. Et c'était vraiment pénible à plusieurs niveaux personnel. Voilà, donc c'était vraiment très difficile. Donc maintenant, réussir cet exercice ensemble, donc là, ça vous crée une solidarité profonde, franche et durable. Et depuis lors, vraiment, on a nourri, si vous voulez, ensemble cette appréciation réciproque et qui est là vraiment pour toujours. Et j'apprécie bien la façon dont il a montré aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, j'avais voulu qu'il soit dans le panel donc avec nous. Il était d'accord, mais entre-temps, il a été souffrant. Donc, actuellement, il est en convalescence même. Donc, le fait qu'il soit là, c'est vraiment un effort important, un sacrifice élevé de sa part. Et ça témoigne vraiment beaucoup de choses que je sais apprécier vraiment à sa juste valeur. Maintenant, pour revenir aux éléments que vous avez pu soulever, bon, effectivement, en fait, je dirais que l'approche peut-être est celle d'un économiste. Mais l'objet peut-être va au-delà de l'économie. Parce que j'ai essayé, si vous regardez un peu vers la fin de l'introduction surtout, essayer de dire qu'il y a certains aspects qui ne sont pas spécifiques à la recherche économique, mais je dirais plutôt de façon générale à la recherche en sciences sociales. Maintenant, il est évident que la façon dont nous abordons peut-être certains aspects nous sont relativement spécifiques, mais j'avais voulu à un moment donné que ça soit relativement général. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas aller trop loin. Peut-être qu'eux, ils ont une approche spécifique, par exemple, en termes de... En fait, leur approche même des questions sociales, l'objet même de leur étude. Je crois que ça les amène également à pouvoir développer des méthodologies qui leur sont particulières.
Mais c'est des éléments que je n'ai pas voulu creuser en profondeur. D'ailleurs, même en le faisant, j'ai rencontré un ouvrage similaire d'un auteur, je crois, qui est d'Afrique centrale, publié en 2005 aux éditions L'Harmattan, dont lui, il avait carrément mis la recherche dans les sciences sociales. Mais quand vous allez à l'intérieur, vous verrez que vraiment son angle d'analyse était plutôt du point de vue économique. Maintenant, je n'avais pas voulu aller vraiment dès le titre dans cette direction-là, parce que là, je me dis peut-être un sociologue qui va le lire, il va se dire, voilà, moi je vais entendre la recherche telle que moi je le fais en tant que sociologue, en tant qu'historien. Mais là, j'avais peur de le laisser sur son fait. Peut-être qu'il y a des aspects peut-être qu'il maîtrise mieux, qui sont spécifiques à sa matière, que peut-être moi je ne maîtrise pas en tant qu'économiste. Mais il va de soi que certains aspects sont transversaux. Là, je me suis convaincu que, bon, pour avoir discuté même avec certains collègues d'autres disciplines, que souvent il y a des aspects qui sont universels. Comment problématiser parce que ça, c'est des aspects purement scientifiques. Maintenant, il y aura des spécificités suivant les différents types de sciences, mais il y a des aspects purement scientifiques, je crois que nous partageons tous. Et je crois qu'un des éléments que je voulais rappeler, c'est un collègue de gestion que nous avons chez nous, qui me dit, bon, c'est intéressant, peut-être qu'après, ensemble, on va essayer de faire quelque chose, méthodologie en gestion. Je dis non, c'est méthodologie en économie en gestion. Je me rappelle, c'est Mouniru qui me l'a dit une fois, il m'a dit, la gestion, c'est l'économie appliquée à l'entreprise. Et ça, je l'ai retenu jusqu'à présent, pour dire la vérité là. Et ça, c'est dans 2011, je crois. Mais jusqu'à présent, je l'ai retenu. Donc là, je lui ai dit, bon, lis-moi d'abord cet ouvrage. En tant que chercheur en gestion, si tu ne te retrouves pas, alors maintenant, tu vas me dire ce qui manque et peut-être on pourra envisager cet ouvrage-là en gestion. Mais je pense que il y a des éléments transversaux, il y a des éléments spécifiques à chaque discipline. J'ai essayé de reconnaître cela. Mais j'avais voulu vraiment que l'on comprenne dès le départ que c'est l'économiste qui approche la recherche, mais c'est également un chercheur en sciences sociales qui approche également la recherche. Maintenant pour les cibles, bon là peut-être j'aurais dû mettre par exemple cible privilégiée, je crois. Parce que là je me dis, si vous regardez le marché, peut-être là où la demande est plus importante, c'est peut-être au niveau des étudiants relativement avancés, mais également au niveau des jeunes chercheurs. Maintenant il est évident que les gens qui sont également dans les structures qui s'intéressent à la recherche, je pense qu'ils trouveront également le mot à dire, d'autant plus que vous pouvez trouver certains jeunes chercheurs qui sont à ce niveau-là. Et je ne sais pas si on a un collègue, peut-être qu'il est parti, qui vient du centre de recherche qui est logé au ministère du Commerce, le CRADES, Majid Diallo. Oui, il est parti. Oui, il est parti, voilà, parce qu'il m'a dit qu'il a quelque chose à faire là. Et on a également un collègue qui vient de l'ARM, l'agence de régulation des marchés, donc Semben. Donc là, on s'est dit que voilà, sortons de notre cadre, parce que la recherche va au-delà même de l'université. Il y a les centres de recherche qui font de la recherche. Mais également, ceux qui ne font pas de la recherche sont demandeurs de la recherche. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont besoin de comprendre ne serait-ce que les éléments de base de la recherche pour qu'ils puissent bien apprécier le produit de la recherche qu'on leur donne. Que ce soit des rapports, que ce soit des analyses, que ce soit des polysybris. Donc là, j'avais voulu vraiment aller dans ce sens-là. Mais c'est heureux que vous ayez insisté davantage sur ce point-là. Donc là, ça va nous pousser, surtout dans notre stratégie de valorisation de l'ouvrage, parce que nous sommes vraiment dans cette dynamique-là. Ce n'est pas tellement facile, mais on compte aller vraiment à tous les niveaux. Mais pour le moment, on insiste sur les structures de formation. Donc on était à l'ENSAE, bon, maintenant c'est la fac. Il y a l'UKO qui est prévu peut-être la semaine prochaine, et peut-être les collègues des autres, enfin les universités d'autres régions. Mais ça, on va voir, parce que quand même, bon, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas tellement évident de déployer, si vous voulez, cette stratégie de valorisation et d'être vraiment à tous les niveaux là. Mais on essaie de faire notre mieux pour que l'information puisse passer. Maintenant, je suis d'accord avec vous sur la collaboration, c'est fondamental. Je crois qu'Abra l'a vraiment développé également. Donc, moi je dirais que effectivement, ce qu'on a jusqu'à présent, c'est la logique de la demande. Autrement dit, c'est le bailleur, c'est voilà, les gens qui vont définir des thématiques de recherche. Et là, on nous invite à venir réfléchir, que ce soit sur en tant que consultant ou bien en tant que chercheur qui répond à des fonds de recherche compétitifs. Mais je crois qu'on peut également inverser la tendance pour avoir une logique de l'offre. Parce que je crois qu'Abra l'a soulevé, ou bien le professeur, je crois, Nian, c'est qu'à un moment donné, votre recherche doit pouvoir se vendre par elle-même. Surtout que c'est une recherche qui est pratique. Vous abordez des problématiques qui sont prises en charge par les décideurs politiques, les privés, mais également le public général. Donc à un moment donné, allez vendre votre produit. C'est à la même du producteur, hein, produisez votre bien. Bon, à un moment donné, peut-être que vous pensez que la demande n'est pas là, mais allez créer la demande. Parce que la demande potentielle est là. Donc allez créer la demande, rendez-la effective et puis effectivement cherchez à vous valoriser là. Donc je crois que c'est toute la stratégie d'aider la communication. Donc, quand vous communiquez, vous vendez votre produit. D'abord à vos collègues, donc pour avoir cette valeur scientifique, mais également à vos décideurs pour vendre vraiment le côté politique de votre recherche là. Maintenant, comme Cabral l'a dit, les deux ne doivent pas être mutuellement exclusifs, les deux doivent aller dans le même sens. C'est-à-dire à un moment donné, on peut répondre à des demandes, ou bien on peut aller vers la demande, faire une offre. Donc quand on allie les deux logiques d'offre et de demande, je crois que ça peut nous rendre beaucoup plus efficaces
contribuer en tant que citoyen au débat de société. Maintenant, pour Sangaré, effectivement, pour ce qui est du véhicule de communication, en fait, ce qu'on a défini à travers cela, c'est l'ensemble des supports qui vous permettent de transmettre votre information vers les décideurs, ou bien vos pairs. Bon, là, dans l'ouvrage ici, j'ai surtout mis l'accent sur le policy brief. Là, vous avez votre papier. N'oubliez pas que le papier, en soi, c'est un véhicule de communication. Donc là, vous communiquez avec vos pairs. Donc là, vous mettez sur la table des publications scientifiques. Eux, ils vont l'avoir, ils sauront effectivement le message que vous voulez leur faire parvenir. Mais là, j'ai insisté également dans ce chapitre-là sur la communication écrite et j'ai mis l'accent sur le policy brief. Je crois que c'est beaucoup revenu là-dessus. Parce qu'il s'agit de diluer un peu le contenu scientifique de notre travail et de façon à leur donner, si vous voulez, une approche digeste pour que le politique vraiment se retrouve à l'intérieur. Par exemple, lui, par rapport à ses préoccupations pour tous les jours, en quoi ce travail pourrait l'intéresser et quelles sont les modalités d'action peut-être qui pourraient découler de ce travail-là. Et j'ai même donné un exemple. Dans tout papier peut faire, surtout que c'est recherche appliquée. Donc c'est des thèmes pratiques que vous abordez. Donc ça veut dire que celui qui est intéressé par ce thème, s'il n'est pas chercheur, s'il n'a pas ce même niveau d'expertise, doit pouvoir entrer en possession de l'information et du message que vous voulez véhiculer. Et j'ai mis l'accent sur cela avec un exemple. Donc là, c'est un papier sur la valorisation des services de récréation du parc de Hann. Alors là, il fallait à un moment donné faire un policy brief et dire maintenant, voici le décideur responsable du parc. Il doit pouvoir le lire. Et s'il le lit, il doit pouvoir appliquer les recommandations qui sont dedans. Un autre élément, c'est sur le diagramme. Effectivement, parce qu'en fait, si vous regardez le diagramme, c'est circulaire, là où c'est très beau, très simple, mais ça, ce n'est pas la réalité. Et je crois en termes d'approche pédagogique, commencer par des choses relativement très simples. Ensuite, une fois qu'on aura compris les éléments constitutifs, on se dit maintenant, le niveau d'imbrication est tellement élevé, le niveau d'enchaînement peut aller dans tous les sens, que à défaut d'avoir un processus, la recherche étant un processus linéaire, c'est plutôt un processus organique. Et quand c'est organique, cela veut dire tout simplement, on prend en charge, on met en avant cette complexité, si vous voulez, des éléments qui constituent ces différentes phases. À un moment donné, j'avais même pensé reprendre ce diagramme, mettre des flèches qui vont dans tous les sens. Mais là, je vous dis, si je le fais, quelqu'un qui le lit, il va vraiment se dire qu'attendez, la recherche est aussi compliquée que ça. Donc je crois que c'est à des fins pédagogiques que j'ai gardé ce diagramme-là. Mais je crois que dans les explications, surtout je crois dès le début, je l'ai dit, le premier paragraphe qui introduit cette section-là, j'ai dit, voilà, c'est une approche linéaire dont l'exposé répond à des soucis pédagogiques, mais la réalité est telle que ça peut aller dans tous les sens. Et là, un élément qui peut nous montrer que ça peut aller dans tous les sens, c'est la communication. Vous voyez que ça intervient, je crois, à l'avant-dernière phase. Mais ça peut venir même dès le début. Et je crois même quand vous regardez le graphique que j'ai montré, c'est qu'une des sources d'inspiration de la recherche, c'est le fait que vous discutez avec les décideurs, vous regardez le monde réel, regardez ce qui intéresse la politique, et là vous en prenez certains aspects qui pourraient faire l'objet de recherche là. Donc ça veut dire que vous pouvez commencer avec la communication. Et je vais vous donner un exemple en la matière. Si vous voulez soumettre un projet de recherche à financement au réseau PEP, donc les Canadiens, Partnership for Economic Policy, ils vont vous imposer, avant même de soumettre le projet, dans la phase de conception même de votre problématique ou même du problème de recherche, ils vont vous demander de discuter avec les policy makers stakeholders. Vous discutez avec eux, ça leur permet, en fait, ça vous permet d'avoir un contenu pratique, utile de votre recherche. Et quand vous allez soumettre, on va vous poser la question, est-ce que vous l'avez fait? Et si vous ne l'avez pas fait, vous avez peu de chances pour que votre projet passe par rapport à ce qu'ils ont fait. Autrement, on parle de recherche-action, on parle de recherche utile. Nous sommes des citoyens, on doit être utiles à nos sociétés, donc ce que nous faisons doit intéresser la société. Donc ça veut dire que vous pouvez maintenant réagencer, la communication peut être au début et à la fin de votre activité de recherche, doit vous poursuivre. Même quand vous avez des résultats préliminaires, là, allez parler avec les décideurs. Quand vous avez des résultats finaux, allez tout simplement leur présenter cela. Donc ça veut dire que vous voyez le schéma comme une présentation qui répond à des soucis pédagogiques, mais la réalité derrière, telle que décrit, je crois, dès le premier paragraphe, c'est que c'est un processus qui est organique. Donc il prend en charge, si vous voulez, cette complexité du phénomène-là. Maintenant, les séminaires, bon, effectivement, bon, on est des professeurs, hein, donc on enseigne. Maintenant, quand on enseigne, on encadre, donc on va vous aider également dans le processus de recherche. Donc dans le cadre de ces prestations académiques-là, on organise des séminaires régulièrement. Bon, si vous demandez même aux étudiants du PTCI, là, systématiquement, j'organise cela à titre gratuit. Parce que je crois qu'ils ont des soucis financiers, je crois, mais dans tous les cas, nous le faisons parce que nous nous sentons redevables. Parce que l'université nous a beaucoup donné. Donc à un moment donné, il faut donner en retour. Et je crois que si nous tous nous avons, si vous voulez, cette approche,
et on pourra vraiment s'en sortir enrichi. Maintenant, le plagiat, je crois que c'est le dernier point. Bon, je l'ai défini, j'ai même donné l'étymologie. Vous savez, je crois jusqu'au 19e siècle, le plagiat est devenu un crime. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, c'était même une approche d'enseignement et d'études. Autrement dit, l'élève, on s'attend à ce qu'il copie son maître. C'est la meilleure façon pour lui d'apprendre. Mais c'est au XVIIIe siècle, je crois, avec certains actes, en fait, certaines dispositions législatives en Angleterre et en France, où il y a ce droit les droits de propriété, voilà. Donc il y a le copyright act, etc. Autrement dit, quelqu'un qui produit son ouvrage, il a le droit de jouissance de ce produit-là. Donc quelqu'un ne devrait pas venir lui soutirer ces fruits-là. Donc c'est à partir de là maintenant que c'est devenu criminalisé. Maintenant c'est quoi? C'est vous approprier le travail de quelqu'un d'autre. Par exemple, j'ai mon graphique, vous prenez mon graphique et vous ne me citez pas, vous ne dites pas que c'est de lui. Parce que si vous ne me citez pas, ça veut dire que vous appropriez le travail. Et ça c'est du vol. Parce que ce qu'on doit faire, c'est vous couper la main. Ou même vous couper la tête là. D'accord. Donc j'ai vraiment donné des exemples. Maintenant faites attention. Si vous plagiez, on saura que vous avez plagié. On est vigilant. Hein. Et c'est très simple. Hein. Par exemple, le plagiat le plus simple, le plus fréquent de classe, c'est de copier un texte là et puis coller dans votre travail. Maintenant nous on le saura. Et je vais vous donner juste un petit exemple pour finir à ce niveau-là. C'est que vous savez, chacun a sa façon de parler le français. Bon, on sait votre français comment il est, hein. N'est-ce pas? Maintenant, vous me donnez un texte là où vraiment vous avez un français de très haut niveau. Voilà, il est très haut niveau. Voilà, très haut niveau. Mais vous avez copié peut-être un texte de plus haut niveau que votre français là. Un paragraphe. Maintenant, un lecteur attentif, quand il va lire votre français là, il verra les marques caractéristiques de votre français. Peut-être la façon de mettre les virgules, la façon de construire les phrases. Maintenant, arrivé à ce paragraphe là, il se dit que ça c'est Molière. Ça c'est pas Sambou. Ça c'est pas Bambouki. Ça c'est pas Boniface, ça c'est Molière. Alors là, ça, si vous voulez, c'est le signal d'alarme. Donc qu'est-ce qui va se passer? Très simplement, copiez ce texte-là, suspicieux, mettez-le sur Google, faites entrer, il va vous amener le texte. Maintenant, il y a des méthodes plus avancées, c'est le logiciel. C'est le logiciel qui peut vous dire, voilà, lui, attention. Et même j'ai donné, je crois, quelques sites là, en fait, qui sont là pour pouvoir déceler cela. Et même les universités maintenant prennent des lois là. Je crois que j'ai donné l'exemple d'une université française où, par exemple, ce qui les intéresse, c'est de regarder le facteur de similitude. Autrement, votre travail, est-ce qu'il est similaire à un autre travail dans lequel il y a le logiciel qui permet de vous donner ce niveau-là. Et même certaines revues, quand vous envoyez votre papier, ils vont maintenant calculer ce facteur-là. Maintenant, ce facteur n'est jamais égal à 0%. Parce que ce que vous dites, quelqu'un l'a dit d'une autre façon. Donc 0%, ça n'existe jamais. Mais le problème, c'est qu'il y a des seuils. Si c'est 99% de similitude, là, il y a un problème. D'accord? Maintenant, ce que l'université, je crois que c'est une université française, il y a la référence dans le texte là, c'est qu'ils vont dire qu'il y a un niveau de facteur de similitude ou bien il y a certains niveaux de soupçon de plagiat. Si ça arrive, on va demander à l'étudiant de reprendre sa thèse intégralement. Quitte à même, et s'il ne le fait pas, peut-être il sera renvoyé. Il y a certaines universités qui sont beaucoup plus sérieuses encore. Il suffit qu'il y ait un petit soupçon de plagiat, là vous êtes exclu du programme. Et il me semble que ça a été fait chez nous ici. C'est en 2012, je ne sais pas si vous vous rappelez Sidi et l'autre là. C'est une collègue, en fait une doctorante, à un moment donné, bon, on l'avait pris en flagrant délit de plagiat, elle était renvoyée. Donc c'est pour dire que c'est quelque chose qu'on prend très cher. En fait, moi je dirais que c'est le seul crime scientifique. Et quand vous êtes criminel, on vous prend, mais attends, on sévit. Hein. Donc vraiment, n'allez pas dans ce sens-là. Voilà, peut-être juste dernier mot maintenant, peut-être pour remercier tout le monde. Bon, peut-être vous me permettrez de commencer par la famille. Avant la famille, c'est la belle famille d'abord. Voilà, donc j'ai ma belle-mère qui est là dans l'assistance. Et vraiment, je demanderai à ce que vous applaudissiez. Voilà, vraiment, c'est un honneur de l'avoir ici avec nous. Parce qu'il voyait peut-être à travers... En fait, lui, elle ne voyait pas professeur Seck, elle voyait peut-être Abdoulaye Seck. Mais maintenant, je crois qu'elle a vu professeur Seck. Donc le terme professeur, là, je crois quand même ça va beaucoup la plaire. Là. Vous savez, les belles-mères, là, il faut qu'on ait à les cotiser, là. Sinon, garde à vous. Hein. Voilà. Donc, elle est là. Bon, il y a également mon beau-frère, mes deux beaux-frères qui sont avec elle. Donc là, c'est un plaisir, effectivement, de les avoir. Je remercie également, maintenant, après la belle famille, c'est la famille. Voilà, donc la famille, donc j'ai deux frères ici. D'abord, c'est Mamoudou Seck, ensuite Youssouf Al, donc ils sont là aussi. Donc je vous demande également de les applaudir. Parce que vous savez, je crois que ça, c'est une fierté à la limite, là. Parce que quand on est dans une famille et qu'à un moment donné, on a un produit, on veut partager ça en famille. D'abord en famille.
Et le fait que maintenant qu'ils s'approprient, si vous voulez, ce travail-là, là, c'est vraiment un plaisir qu'on a à ce niveau-là. Maintenant, peut-être un crime de lèse-majesté, parce qu'on n'a pas. C'est pour ça que j'ai tout fait pour qu'il soit présent. Maintenant, l'autre chose que j'apprécie en lui également, c'est quelqu'un qui communique. Vous l'avez, peut-être le nom Mounirou Ndiaye vous dit quelque chose. Donc, il est très présent dans les médias. Et ça, c'est un travail citoyen important. Parce que là, c'est à travers ses connaissances, à travers les produits de sa recherche, aller informer les citoyens lambda. Parce que le citoyen informé, c'est le citoyen qui est capable de faire son rôle de citoyen. Et là, je crois qu'il joue un rôle vraiment éminemment intéressant. Et maintenant, nous l'accompagnons dans cela. On essaie de faire comme lui. Et en tout cas, sa contribution est vraiment inégalée. Et là, nous le remercions effectivement pour être venu ici. Maintenant, je remercie également tout le monde. Peut-être que je ne vais pas citer des noms pour ne pas froisser. Mais je tenais également à dire un mot à l'endroit de Yona Mane. Peut-être qu'il n'est pas là. Effectivement, lui, on a fait le lycée ensemble. On est venu à l'université ensemble. Mais en fait, il dit qu'on a partagé la même chambre. Il n'a pas dit plus. C'est que c'est lui qui m'avait hébergé. C'était clando, hein, comme on dit, clandestin là. Parce que, bon, à un moment, les conditions d'habitation dans la famille n'étaient pas tellement évidentes. Mais quand je suis venu, je l'ai parlé, il m'a dit, tu viens. Donc au début, il m'avait cédé la chambre, en fait, son lit. Mais lorsqu'on est allé au milieu de l'année, il est venu. Donc vous voyez, le petit lit là, on le partageait ensemble. C'était très serré, il faisait chaud. Mais il a vraiment voulu contribuer à mon confort parce qu'il savait que les conditions n'étaient pas tellement évidentes et qu'il lui fallait faire quelque chose. Donc là, c'est vraiment des souvenirs qui restent. Et ça, je le raconte à tout le monde. Donc je crois que malheureusement, il n'est pas là. Mais c'est des liens quand même très forts qui sont là. Maintenant, cela dit, vraiment, bon, je vous remercie tous. Et c'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir ici. Et maintenant, l'ouvrage, il est là. Et je pense que c'est une contribution, comme j'ai dit, à la pratique et à l'enseignement de la recherche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est peut-être vous demander de l'acquérir, mais également vous demander d'aider à sa valorisation. Parce qu'une fois de plus, à quoi sert une offre si la demande ne suit pas? Donc vraiment, aidez-nous à valoriser cela. Ce n'est pas pour des raisons pécuniaires, mais c'est peut-être votre contribution à vous pour l'avancée de la science. Votre contribution à vous pour la qualité de la recherche que nous avons chez nous. Pour un de vos camarades a certaines difficultés en matière de recherche, peut s'il lit le livre, ces difficultés allaient s'estomper. Donc si vous l'aidez à l'acquérir, ou bien si vous passez l'information, c'est évident qu'il pourra gagner. Et on ne peut gagner individuellement. Autrement, on ne peut pas être heureux dans un océan de malheur. Là, c'est pour reprendre mon ami Mélenchon, que j'ai recommandé à mon collègue Semben. Donc lui, il a l'habitude de dire ça. On ne peut pas être heureux dans un océan de malheur. Donc ça veut dire qu'individuellement, on ne peut pas s'épanouir scientifiquement si ce n'est pas le cas vous aussi. Donc c'est ensemble qu'on est dans le bateau et on se noie ensemble, on nage ensemble. Et je crois qu'on va arriver à bon port si on a cette vision et si on se donne la main pour pouvoir relever ces défis. Voilà, merci beaucoup, monsieur le Président. Merci, monsieur le professeur Seck. Nous arrivons maintenant au terme de cette manifestation. Au nom du doyen, au nom du professeur Cabral de l'école doctorale, au nom du professeur Seck, nous vous remercions tous d'avoir bien voulu assister et participer à cette manifestation scientifique et nous souhaitons plein succès à cet ouvrage. La science est élevée. Merci.